Yes, we are live now. Thank you. Voilà. Bonjour à tout le monde, bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous ouvrons notre 8e journée de ce 28 avril 2022. Cette journée, j'allais dire que c'est une journée du Kenya parce que nous n'avons qu'un seul point. Je vais demander à Mohamed d'attendre un peu avant de lancer ce... Oui, parce que ça me perturbe sur mon écran. Cette journée, c'est une journée du Kenya, j'allais dire, parce qu'elle est consacrée à l'examen du rapport périodique du Kenya. Mais avant de passer à l'examen du rapport périodique et vous présenter la délégation du Kenya, nous commencerons d'abord par, entre 9h et 9h30, par le rapport sur la soumission des États partis. Vous savez qu'avant d'examiner un pays, un commissaire a l'insigne honneur de présenter le rapport global de tous les États. Et ce rapport-là sera présenté, je pense, par le commissaire à thème. Il nous fait le rapport sur la soumission des rapports périodiques des États. C'est jusqu'à 9h30. C'est à 9h30 que nous allons maintenant accueillir officiellement la délégation du Kenya. Nous allons la présenter et nous allons suivre le décorum que nous avons la coutume de suivre. Je ferai les remarques introductives. Ensuite, je passerai la parole au rapporteur pays. Pour le Kenya, je pense que c'est le commissaire Derso, qui va également leur souhaiter la bienvenue. Et nous donnerons la parole après au gouvernement du Kenya pour 1 heure. Ensuite, je repasserai la parole à chaque commissaire pour 10 minutes, qui poseront des questions, suivant l'ordre qui figure dans notre agenda, parce que nous commencerons par le rapporteur spécial sur le droit des femmes en Afrique. À la fin, je ferai les remarques finales, mais je donnerai quand même la parole avant de terminer au rapporteur pays du Kenya pour qu'il fasse aussi les observations finales, parce que c'est le rapporteur pays qui est la référence, qui est le point focal de ce pays-là, et c'est lui qui sera chargé également de faire ses remarques de la fin, parce que c'est lui qui va suivre les observations finales que nous adopterons par la suite. Donc cet exercice-là, après 1 heure, quand le Kenya va présenter son rapport, nous allons revenir ensuite par la suite, si l'État souhaite répondre aujourd'hui, mais souvent l'État revient pour pouvoir demander soit de reporter, qu'ils viennent répondre le lendemain, ou bien s'ils ont toutes les réponses, ils pourront le faire directement. Avant de passer la parole au commissaire à thème, je vois qu'une main est levée au stade où nous présentons juste l'agenda. Je ne sais pas si c'est une motion, mais je vais quand même passer la parole à la commissaire Janet. Janet, vous avez la parole. No, Chair, I just, good morning, Chair, and good morning, colleague commissioners and interpreters. Just a quick one, and distinguished participants. Just to remind you that Kenya also submitted their report under the Maputo Protocol. So it's not the usual where you have a few minutes to respond, because it's a full-fledged substantive report under the Maputo Protocol. So I believe I have a few extensive questions to ask under the Maputo Protocol. So just take that into consideration, because there are 2 reports they provided. Just to draw your attention to that. Commissaire Janet, merci beaucoup. Les rapports que nous examinons de la part des États, vous avez raison, c'est sur base d'abord de l'article 62 de la Charte. Mais nous examinons au même moment les rapports sur base de l'article 26 du protocole de Maputo et du protocole de Kampala, la convention de Kampala plutôt. Le tout ensemble
mais souvent, par abus de langage, nous disons, nous examinons le rapport de la charte. C'est avec la suite telle qu'elle vient. C'est la charte de Banjul, Maputo et Kampala. Ici, comme vous l'avez dit, ça sera les deux. Mais on le fait au même moment. C'est au même moment qu'on le fait. Et ce n'est pas qu'on commence par la charte, on finit par Maputo. C'est au même moment qu'on va faire les deux. Ça va? Mes explications sont-elles claires? Bon. Yeah, yes, Chair. It's just that if you look at the program, it talked about it mentions that the country rapporteur will do the questioning, followed by the special rapporteur on the rights of women, in recognition of the fact that there's a full-fledged report under the Maputo Protocol. I was just wanted to draw your attention. Je ne sais pas si on a agenda for today. The agenda for today. Yeah. L'ordre du jour que j'ai, commissaire, il indique ceci. Il y a le welcome remarks by the chairperson, donc l'introduction du président. Ensuite, il y a la présentation même du rapport, c'est-à-dire de l'ensemble du rapport Maputo, tous les rapports qu'ils ont fait pendant 1 heure. Après, il y a des questions par le commissaire rapporteur. Moi, je ne vois pas où est-ce qu'on a écrit, il le fera sur la charte de Banjul et pas sur Maputo. Moi, je vois questions by commissioner rapporteur, 10 minutes. Et le commissaire rapporteur ici, je pense qu'on parle du rapporteur pays à ce niveau. Après, il y aura maintenant spécial rapporteur on the rights of women in Africa. C'est comme ça que ça se suit. Moi, dans mon agenda et celui que vous avez, c'est exactement comme ça que c'est écrit. C'est bon? On peut y aller? Merci. Donc, moyennant ces explications, sans tarder, on a perdu 15 minutes. Je vais donc passer la parole au commissaire Atem pour qu'il nous fasse le rapport sur l'état de la soumission des rapports périodiques des États. Commissaire Atem. Bonjour, messieurs, mesdames les commissaires. Bonjour, monsieur le représentant des États, des ONG, des sociétés civiles, ainsi que chers amis du secrétariat et de la cabine. Je m'excuse pour ce retard indépendant de notre volonté et dû à des ennuis techniques à la direction générale. Je vous soumets donc l'état de présentation des rapports des États parties. Alors, je commencerai par la charte, par le cadre juridique que vous allez voir devant votre écran. Donc, les États parties à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, au protocole à la Charte africaine des droits de l'homme des femmes en Afrique, protocole de Maputo, et à la Convention de l'Union africaine pour la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, la Convention de Kampala, ont l'obligation de soumettre sur une base périodique des rapports sur la mise en œuvre des dispositions des instruments subventionnés. Alors, comme vous le savez, pour la Charte, il s'agit de l'article 62 que nous avons sur l'écran. Pour le protocole à la Charte africaine sur les droits de la femme, Maputo, c'est l'article 26. Et enfin, pour la Convention de Kampala, c'est l'article 14, paragraphe 4. Alors, je passe aux faits nouveaux. Depuis la présentation du dernier rapport sur l'état de soumission des rapports périodiques par les États parties à la Charte africaine, à l'occasion de sa 69e session ordinaire, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a d'abord procédé à l'examen des rapports périodiques du Bénin, des Swatini et de la Namibie, adopté les observations finales relatives au rapport des pays ci-après, Niger et Zimbabwe, à la 69e, les Swatini, Malawi et Maurice à la 70e session. La Commission a préparé en amont l'examen du 12e et 13e rapport périodique consolidé du Kenya, reçu les rapports périodiques de 2 États parties dont l'examen sera programmé pour la 72e session. La Commission a statué sur la recevabilité d'un rapport périodique partiel portant uniquement sur le protocole de Maputo en invitant l'État partie à soumettre un rapport exhaustif tout en prenant note du rapport soumis. Et enfin, elle a adopté une résolution sur le comptage des cycles de présentation des rapports périodiques. Alors, et c'est là que nous allons donc vous exposer cette nouvelle approche de comptabilisation ou de computation des rapports périodiques. À l'occasion de cette 70e session ordinaire, la Commission a adopté la résolution 517
sur la méthode de computation ou de calcul, si vous voulez, des délais relatifs à la présentation des rapports périodiques à la CADEP. Donc, consacrant la décision de considérer la notification des observations finales à l'État partie comme le repère permettant de compter l'initiation ou la clôture d'un cycle de présentation des rapports. La notification des observations finales devrait intervenir dans un délai de 30 jours après leur adoption par la Commission. Une fois notifiées à l'État partie, les observations finales devraient être publiées. Commissaire Atem, les interprètes disent que vous allez trop vite. Si vous pouvez y aller lentement pour leur permettre de vous interpréter. Est-ce qu'ils ont le texte? Oui, mais malgré ça, si la vitesse est grande, ils ne peuvent pas aussi interpréter si vite. Ah, je ne pensais pas qu'ils avaient des moteurs si faibles. Hein? Je roule en 3e, moi. OK, chers amis de la cabine, je ralentis, je rétrograde. Alors, est-ce que je reprends ou c'est bon? Vous pouvez continuer, mais en diminuant le débit, simplement. OK. On y va sur 10 bars. Alors, une fois notifiées à l'État partie, les observations finales devraient être publiées sur le site de la CADEP. La date d'échéance du prochain rapport périodique sera communiquée aux États parties avec les observations finales relatives au rapport précédent, c'est-à-dire date d'échéance égale date de notification plus 2 ans. Si l'État partie ne soumet pas son rapport périodique en temps voulu, la Commission comptera un rapport dû par tranche de 2 ans de retard. Next. État des soumissions des rapports périodiques au 15 avril 2022. Et là, alors, nous avons sous les yeux ce tableau qui nous indique que 8 États sont à jour. Il s'agit des Swatini, Gambia, Lesotho, Malawi, Maurice, Niger, Togo et Zimbabwe. Ensuite, il y a 9 États qui sont en cours. Donc, 5 États ont un rapport en retard. Il s'agit de l'Angola, du Botswana, de la RDC, d'Érythrée et le Rwanda. 4 ont 2 rapports en retard. Il s'agit de l'Algérie, du Burkina Faso, du Mali et de l'Afrique du Sud. 8 ont 3 rapports en retard. Ils doivent 3 rapports. Il s'agit de Djibouti, de l'Éthiopie, du Libéria, du Mozambique, de la RAS, du Sénégal, de la Sierra Leone et de l'Ouganda. Et 14 États ont plus que 3 rapports en retard. Il s'agit du Burundi, du Cap-Vert, de la République centrafricaine, du Congo, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, de la Libye, Madagascar, Seychelles, le Soudan, la Tanzanie, la Tunisie et la Zambie. Et enfin, 6 États qui n'ont présenté aucun rapport à ce jour. Il s'agit des Comores, de la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, Sao Tomé et Principe, Somalie et le Sud-Soudan. Et vous avez donc maintenant sur l'écran ce que nous avions dit à l'instant en termes de pourcentage, combien sont à jour, combien sont en retard, etc. Et ça récapitule tout ce qui a été dit. Next, donc là, nous passons à l'état de présentation des rapports périodiques par instrument juridique. 42 États partis à la charte, c'est-à-dire 77%, ont également ratifié le protocole de Maputo. Ces États partis sont censés soumettre des rapports périodiques sur la mise en œuvre des dispositions des 2 instruments subventionnés conformément aux articles 62 de la charte et 26 du protocole. Et là, donc, je fais ça sous le contrôle de ma sœur Janet, qui s'occupe des droits de nos femmes en Afrique. À ce jour, 18 États partis sur les 42 concernés ont déjà présenté des rapports périodiques couvrant la charte et le protocole, c'est-à-dire 42,58%. Par ailleurs, 31 États partis à la charte africaine, 57%, ont également ratifié la Convention de Kampala pour la protection des personnes déplacées internes en Afrique. À ce jour, la République du Cameroun est le seul État parti qui a soumis un rapport périodique sur la mise en œuvre des 3 instruments, y compris la Convention de Kampala. Et là, donc, nous avons un tableau qui récapitule tout ce qui a été fait par tous les 54 États membres au niveau des 3 instruments avec les dates de ratification, les dates de présentation. Donc,
Voilà, vous avez le tableau, il est consultable. Alors, à la fin de ce tableau, je signale que 6 États partis à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples n'ont pas encore soumis leurs rapports initiaux. Donc, il s'agit, je le répète, de Comores, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Sao Tomé et Principe, Somalie et Soudan du Sud. Alors, j'en viens maintenant aux conclusions et recommandations de toute cette étude. D'abord, la CADEP accorde une importance capitale à la promotion de l'engagement des partis en faveur de la présentation des rapports périodiques. À ce jour, le Cameroun demeure l'unique État parti à la Charte, au protocole de Maputo et à la Convention de Kampala à s'être acquitté de l'obligation de présenter des rapports sur les 3 instruments. La Commission encourage l'ensemble des États partis à faire de même. Et personnellement, je préconise qu'avec le président qui est rapporteur pour le Cameroun, que nous faisions une lettre de félicitations pour le président et le gouvernement camerounais si ce n'est pas encore été fait. Par l'adoption de sa résolution 517 sur la méthode de computation des délais relatifs à la présentation des rapports périodiques, CADEP résolution 517, la Commission a remédié à l'absence de directive sur la détermination des cycles de présentation des rapports périodiques et à la confusion qui pouvait en résulter, notamment en ce qui concerne le décompte des rapports dus par les États. En contrepartie, la Commission s'attellera à observer avec plus de rigueur les dispositions du règlement intérieur relatives à l'adoption et à la communication des observations finales, règle 82, règlement intérieur de 2020. Aussi, la Commission invite-t-elle les États partis à faire en sorte que le rapport périodique porte sur l'ensemble des instruments ratifiés, la Charte et, le cas échéant, le protocole de Maputo et la Convention de Kampala. Ainsi, la Commission serait dans l'incapacité d'examiner des rapports partiels qui concernent uniquement le protocole de Maputo et la Convention de Kampala. Alors, je vous signale que nous avons un annexe, donc, un panorama des États africains qui présente la ratification et la soumission de rapports périodiques, donc avec ce beau graphique et avec l'état de soumission des rapports et des ratifications, suivi également d'un tableau qui récapitule donc les ratifications et les présentations et qui se suffit à lui-même. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je tiens à signaler que cette nouvelle présentation que nous avons essayé, élaboré, amélioré et qui a été initiée par M. Mohamed Jalaluddin Ben Abdoun, que je remercie beaucoup. Ça nous facilite le travail, ça nous facilite la présentation et ça nous fait un gain de temps très appréciable. Avant, les rapports étaient lus pendant 30 ou 40 minutes. Maintenant, nous pouvons en 15 minutes présenter brièvement, succinctement, avec des graphiques et des tableaux qui récapitulent tout. Merci beaucoup, M. Jalal Ben Abdoun, pour le travail accompli et pour la bonne coopération. Monsieur le Président, je vous rends la parole, vous ouvrez le débat. Merci beaucoup, commissaire Atem, pour la présentation de ce rapport, de ce papier sur la soumission des rapports périodiques. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire sur cela parce que nous en avions déjà parlé. Le nouvel élément étant que depuis que nous avons adopté la résolution 517, nous avons un nouveau système. Can you mute the mic of Meskerem, please, Etwell? Yes, thank you. Depuis l'adoption de notre résolution, la résolution 517, nous avons un nouvel échéancier qui est en cours, c'est-à-dire l'échéance de présentation du rapport sera comptée, le DS à court, ce sera la notification, lorsque nous aurons notifié à un État les observations finales que nous aurons adoptées, et plus 2 ans. Ce qui crée maintenant une clarté, une lisibilité, et qui nous évite, lorsque nous présentons le rapport auprès des organes délibérants, à devoir répondre de la plainte des États qui pensaient, et à raison d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons changé, alors qu'ils étaient en train d'attendre, par exemple, les observations finales, nous comptions déjà qu'ils étaient en retard d'1 ou de 2 rapports. Sans plus tarder, avant de passer à la délégation du Kenya elle-même, je ne sais pas, je voudrais demander aux collègues commissaires s'ils ont un petit commentaire à faire par rapport à ce rapport. Y a-t-il un commissaire qui souhaite dire un petit mot avant qu'on passe
au plat principal, parce que ça, ce n'était que l'entrée en la matière. Y a-t-il un commissaire qui a un commentaire à faire? Yes, I see Commissioner Mudford Zakaria. You have the floor, sir, for 1 or 2 minutes so that we can go to the main agenda of today. Thank you. Commissioner Mudford. Good morning, Chair. Good morning, Commissioners. Good morning, state delegates, members of NHRIs and Secretariat, as well as interpreters. I just want to ask, Chair, noting that quite a number of states are not compliant with their reporting obligations, what methods or how do we get in touch as a commission with them to remind the states about their obligations? That's the question that I have. Merci beaucoup, commissaire Mudford. C'est une question très importante. Thank you very much, Commissioner Mudford. That's a very important question. Nous avons un retour en anglais sur la chaîne française. Hello. Oui, nous avons un retour en anglais sur la chaîne française. Étoile, tu nous corriges un peu ça pour qu'on puisse démarrer. Mais en attendant, je réponds au collègue Mudford. À mon avis, c'est une réponse qui pourrait être partagée par les autres commissaires ou bien on pourrait en discuter en session privée. La première réponse que je peux donner, c'est la tâche aussi des rapporteurs pays de devoir rappeler les États pour lesquels les États qui n'ont pas encore soumis les rapports périodiques à devoir le faire. Par exemple, can we mute the mic, please, of the delegation of, I don't know, the Republic of Kenya, so that I can speak? I apologize, please. C'est la tâche qui revient aussi aux rapporteurs pays de devoir entrer en contact avec les gouvernements de ces pays-là pour leur rappeler gentiment l'obligation qui est la leur de devoir soumettre des rapports périodiques, comme a dit le commissaire Atem, au titre de l'article 62 de la charte, 26 du protocole de Maputo et 14 de la convention de Kampala. C'est la responsabilité aussi de chaque commissaire de devoir. Par exemple, je donne un exemple, j'ai dû dernièrement, lorsque nous étions à Addis Abeba, j'ai été contacté par un pays lusophone, je ne veux pas citer le nom, par un pays lusophone parce qu'ils ont des difficultés, par exemple, pour présenter le rapport. Ils ne l'ont jamais fait. Ils cherchent à ce que la commission les appuie dans ce domaine-là. Tout de suite, j'en ai parlé à la commissaire Manuela, qui est la rapporteure pays de ce pays-là. Emmanuel est entré en contact avec cet ambassadeur pour voir dans quelle mesure la commission pourrait, par exemple, descendre sur place, échanger avec les experts de ce pays-là et leur montrer comment il faut présenter ce rapport-là. Et je crois que la commissaire Manuela est là pour le témoigner. C'est un boulot que les rapporteurs pays doivent aussi faire, de rappeler les pays qui sont en retard, rappeler aux pays qui sont en retard de devoir résorber le retard ou les pays qui ne l'ont pas encore fait, à devoir le faire. On prend un dernier commentaire et puis on passe, s'il y en a bien évidemment. Est-ce qu'il y a encore un commissaire qui souhaite faire un commentaire par rapport au rapport du commissaire Atem? Rapport présenté par le commissaire Atem? Je n'en vois pas. Je ne vois pas une demande de parole. Merci beaucoup, commissaire Atem, pour ce rapport bien présenté. Et j'en profite, comme je l'avais fait la fois passée, pour féliciter aussi notre ami Mohamed pour ce travail excellent qu'il est en train de faire pour la présentation de rapports. On a maintenant des rapports qu'on peut partager avec des partenaires dignes de ce nom, avec des graphiques. J'allais même dire un rapport un tout petit peu modernisé. Nous vous jetons les fleurs à vous-même, Mohamed, et à l'ensemble de nos collègues du secrétariat qui, d'une manière ou d'une autre, à Madame Lindu aussi, qui ont contribué à ce que ce rapport soit présenté de cette manière. Merci beaucoup. Ainsi donc, je vais ouvrir le point qui suit, c'est le rapport de la République du Kenya, le Report of the Republic of Kenya. Je voudrais maintenant que nous puissions écouter ce rapport-là. Je vais commencer par demander à Étoile, est-ce que nous avons la délégation du Kenya en ligne? Yes, they are online. Yes, est-ce qu'ici ils sont en ligne? Je vais leur demander gentiment, s'ils le souhaitent bien évidemment, de devoir ouvrir le micro, plutôt la caméra.
s'ils le souhaitent, bien évidemment, d'ouvrir la caméra pour nous permettre d'interagir avec eux, s'ils le veulent. Voilà. Je vais aller sur le canal Swahili parce que je voudrais les accueillir en Swahili. OK. Jambo kwa nini wote, wandugu wa Kenya. Huyu ni mwaka wa kwanza tunawapokea hapa kwa lugha ya Swahili, parce miaka iliyopita tulikuwa nawapokea mkifaransa au muanglais, muenglish. Ni mwaka wa kwanza tunaanja na lugha ya Swahili. Gisi mi peke niko nasema Swahili, nilitaka kuwapokea kabisa Mswahili juu ya kuonesha kama hapa kati ya chumba chetu ya haki za binadamu za Afrika tuko sasa nazungumza Swahili na tunawapigia nchi zote za Afrika yenye ilisupport lugha yetu ya Swahili ipate kusemewa hapa kati ya chama chetu cha Afrika. Nawakaribisha sana, nawatakia kazi nzuri. Tutazungumza na nini wote mumalugha yote ya Afrika. Ilikuwa ya lazima kwangu kabisa kuwapokea kwanza mkiswahili kwa kuonesha kama tuko na use hii lugha ya Swahili hapa chumba yetu ya haki za binadamu za Afrika. Karibuni sana. Je retourne en français. Je retourne maintenant en français pour continuer avec le reste de mon intervention. Je vous souhaite la bienvenue et je pense que ensemble nous allons échanger de manière assez... Nous avons le français, l'anglais sur le canal français. Je ne sais pas si les autres collègues ont la même chose. Et toi, aide-nous s'il te plaît, nos collègues interprètes en anglais, leur voix est conduite sur le canal français. Maintenant, ça va un peu. Merci beaucoup. J'étais en train de dire que j'avais accueilli nos amis en Swahili pour montrer que nous prenons en charge cette langue-là. Et je retourne maintenant en français pour aller rapidement, même si je peux le faire en Swahili, pour leur souhaiter la bienvenue. Je pense que c'est le commissaire Derso qui est rapporteur pays. Au lieu que ce soit moi qui fasse les remarques, leur souhaiter la bienvenue, je voudrais passer la parole au collègue Derso, à l'ancien président Derso, commissaire et rapporteur pays, pour qu'il puisse souhaiter la bienvenue à l'honorable président Kiara Kariuki, qui est l'attorney general et qui est le chef de délégation, et aux autres membres de la commission. Et dès qu'il aura fini de leur souhaiter la bienvenue, je vais continuer avec la suite du protocole. Commissaire Derso, je vous donne la parole pour leur souhaiter la bienvenue. Thank you very much, Chair. A very good morning or good afternoon to you all, colleagues, members of the Commission, staff of the Secretariat, interpreters, distinguished delegates of states parties to the African Charter on Human and People's Rights, and all other distinguished participants. A very good day to all of you. I would like to express my gratitude and thanks to the Republic of Kenya for the presentation of the periodic report of Kenya, both under Article 62 of the African Charter on Human and People's Rights and under Article 26 of the Maputo Protocol. We very much welcome the distinguished delegation of Kenya, headed by the Honorable Kihara Karuiki, Attorney General of the Republic of Kenya, and the members of all his delegations. We look forward to a productive and constructive engagement in the course of your presentation. Thank you very much. Merci beaucoup, commissaire Derso, pour ce mot de bienvenue, ce mot gentil vis-à-vis de la délégation. Mais par respect pour la délégation, même si cela n'était pas inscrit au protocole, je voudrais pour donner la parole à chaque commissaire qui se présente à la délégation parce qu'ils vont parler à la commission qui est une structure de 10 personnes. Je commence par moi-même, je suis le professeur Rémi Ngoïlumbu
Je suis le président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme. Je passe la parole à Atem, comme ça il se présente aussi. Bonjour, je suis le commissaire Atem Sayem, responsable du comité pour la prévention de la torture. Bienvenue à la délégation kenyane. Je vous remercie. Merci, honorable Atem. Mutford, s'il te plaît. Good morning, Honorable Attorney General. My name is Madford Zakaria Mwandenga, and I'm the chairperson in charge of the working group on economic, social, and cultural rights in Africa, and I welcome you to this meeting. Thank you. Je m'excuse, commissaire Maria Teresa, je ne vous avais pas vu. Je vous donne la parole pour vous présenter. Je devais le faire après le commissaire Atem. Muito obrigada. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Cumprimentar o senhor procurador-geral que vem presidir a delegação para apresentar o relatório e desejar as boas-vindas, esperando que haja efetivamente uma interação produtiva. Obrigada. Merci, honorable commissaire Maria Teresa. Je vais passer la parole à l'honorable commissaire Marie-Louise. Merci, Monsieur le Président. Je présente mes respects à la délégation de la République du Kenya. Je suis Marie-Louise Abomo, commissaire en charge du groupe de travail sur les droits des personnes âgées et des personnes handicapées. Et je suis particulièrement heureuse de vous avoir. Merci. Merci, commissaire Marie-Louise. Commissaire Janet. Chair. Good morning to Honorable Attorney General and the distinguished delegates of the Republic of Kenya. My name is Janet Ramotolai Salanjai. I'm the Special Rapporteur on the Rights of Women in Africa, and I'm happy that you will be, in addition to reporting under the Charter, you'll also be reporting under the Maputo Protocol, and you are almost welcome. I'm looking forward to the interaction. Thank you. Merci, commissaire Janet. Commissaire Urvena. Good morning. Thank you, Chairperson. Good morning, Honorable Attorney General. Good morning, delegates from the Republic of Kenya. I am the Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information in Africa. I am Girish Latopsisonu from Mauritius. Thank you. Et je termine par l'honorable commissaire Idrissa. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous les participants. Je suis le commissaire Idrissa Sow. Je préside le groupe de travail sur la peine de mort, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées. Je présente mes meilleures salutations à Monsieur le ministre de la Justice du Kenya et à toute la délégation qui l'accompagne et je leur souhaite une bonne présentation de rapport. Merci, Monsieur le Président. Asante sana kwa nyinyi wote. Sasa nilipenda kupana sauti kwa mwenyekiti ya Justice, Honorable Kiara Kariuki, mwenye iko chief wa delegation, apate kuzungumza na sisi. Tutakupatia saa moja upresente ripoti yako, kuna saa moja upresente ripoti yako yote, na kisha pale ukisha presente ripoti yako nitapana tena sauti kwa wa commissioner kwa gisi wapate kuuliza majibu, kuuliza ma question na mutapana majibu kisha saa watamaliza ask ma questions yabo. Asante sana. Est-ce que Étoile, can you allow them to speak now for 1 hour, please? Yes, they can go ahead and speak. They have access. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Okay, Honorable Commissioner, Remy Lumbu, Chairperson, distinguished members of the Commission, distinguished delegates, ladies and gentlemen,
Allow me to start by, my name is Marianne Jau Kemani. I'm a Senior Deputy Solicitor General and the Secretary for Justice and Constitutional Affairs. Allow me to start by giving the Honorable Attorney General's apologies, because due to other duties, I'm sure you're aware that we have lost our former president, His Excellency Mwai Kibaki, and the Honorable Attorney General this morning was summoned by His Excellency the President. So, and since he's not back yet, you will bear with us. The delegation is ready to have a dialogue with you. So you will allow me to make a statement, an opening statement, considering that we have already submitted both our reports. We were hoping that we would make an initial statement and we would allow the commissioners to ask us questions so that we dedicate more time to responding your issues, considering that you already have our reports. But I will make some highlights in respect of this report. With your permission, I could start. And on behalf of the government and the people of Kenya, this delegation is honored to be here today to engage in an interactive and constructive dialogue with the Commission in relation to Kenya's 12th and 13th periodic report on the African Charter on Human and People's Rights and the initial report on the protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the rights of women in Africa. The delegation of Kenya comprises of senior officers drawn from the Office of the Attorney General and Department of Justice, the Judiciary, Office of the Director of Public Prosecution, Ministry of Foreign Affairs, State Department of Gender, the National Police Service, the Ministry of Education, the Ministry of Environment and Forestry, and the National Council for Children's Services. Honorable Chairperson, allow me to begin by expressing our deepest respect to the members of the Commission for their tireless efforts in the protection and promotion of human rights on the African continent. Let me assure you that Kenya is fully committed to the realization of the aspirations of the Charter on Human and People's Rights and the protocols to the Charter. We indeed commend you for continuing to address and respond to human rights issues despite the advent of the COVID-19 pandemic in 2020. The Commission's progressive and purposeful interpretation of the African Charter over the years has provided a guiding light in ensuring that obligations under the Charter are implemented in a meaningful and effective manner. The findings and recommendations have enabled governments to interrogate their programs, policies, and legislation and implement them in a way that offers meaningful services to the populace. Based on your guidance, new interventions have been developed by various state parties to fulfill the human rights obligations under the Charter and the protocols. Africa is rooted in the most precious shared values of promoting democracy, good governance, human rights, and respect for the rule of law. We know that strict adherence to these values would enable Africa avert violent conflicts, corruption, and waste of public resources. These values must therefore be guarded and defended at all times. We must be brave and commit to this vigilance with determination. Honorable Chairperson, there are many laudable efforts in place to safeguard Africa as a continent despite a number of challenges that may disrupt progress towards meaningful development and safeguarding human rights for all. Of particular mention is the COVID-19 pandemic. Even as states responded with speed to address the socioeconomic impacts of the pandemic, it brought to the fore Africa's fragilities in the face of such disasters. The pandemic adversely affected fundamental rights and freedoms of the people.
The crisis should give us added impetus to address inequalities, exclusion, and the many other injustices that have been exposed. We must continue to fast-track implementation of the Sustainable Development Goals and the goals of the African Union, Agenda 2063, in order to build resilience through prioritizing universal health care, social protection, combating climate change, enhancing food security, and fighting corruption. Honorable Chairperson, Kenya is a constitutional democracy founded on the essential human rights values of equality, social justice, people participation, non-discrimination, respect for the rule of law, and dignity for every person. Determinedly, the government has over the years taken legal, policy, judicial, and other measures to implement all our human rights obligations enshrined in the Charter, the Maputo Protocol, and other protocols. Allow me now, Mr. Chairman, to highlight some of our achievements since the last review. We are happy to report that Kenya was the first country in the African continent to recognize the intersex population during the 2019 census in recognition of the fact that absence of concrete data has had the effect of sanctioning non-recognition, disenfranchisement, and violation of human rights and fundamental freedoms of intersex persons in the various sectors, including health, education, employment, and other socioeconomic spheres. The government of Kenya has also been recognized as the first African country to have officially committed to the development of a national action plan on business and human rights. The action plan has domesticated the UN guiding principles on business and human rights and has outlined concrete commitments by the government for addressing adverse business-related human rights impacts, and also guides businesses, both private and state-owned, on their human rights obligations. Since the submission of the report at the review, Kenya has ratified the protocols to the African Charter on Human and People's Rights on the rights of older persons in Africa and the rights of persons with disabilities. The Marrakesh Treaty to facilitate access to published works for persons who are blind, visually impaired, or otherwise print disabled was acceded to in 2017. To improve access to justice, the judiciary has established courts in 38 of the 47 counties. They have set up 11 small claims courts. They have digitized court processes. They have established judiciary desks in all Huduma centers across the country that offer registry services, customer care, information, and virtual court sessions. In addition, the Office of the Director of Public Prosecutions has also expanded its operations to all the 47 counties in Kenya. Honorable Chairperson, on the issue of statelessness, the government has addressed the vulnerability of stateless people by granting them citizenship by law. Thus far, the Nubians, Makondes, and the Shona people have been issued with national identification cards. To mitigate and address challenges concerning sexual and gender-based violence, various interventions are in place, including the Polycare policy, which establishes a multi-agency victim-placed one-stop center service provided to strengthen the capacity of the police to prevent and respond to SGBV cases. Kenya has also developed manuals which are used to train national government administration officers on data collection, data analysis, and reporting on SGBV. And Kenya has also launched the first specialized SGBV court in Kenya. The court aligns the criminal justice system towards a coordinated structure
that preserves the dignity of victims and enhances fair trial within the tenets of the Constitution. Honorable Chair, on matters concerning the protection of refugees, we are pleased to report that despite the limitations on movement witnessed during the COVID-19 pandemic, Kenya maintained its responsibility to provide refuge to those fleeing persecution in all its forms. Kenya's refugee and asylum seeker population currently stands at 547,884 persons as at 31st March 2022. This represents an 8.5% increase from the year 2020. In 2021, the refugee bill was signed into law, thus giving renewed hope to over 500,000 refugees living in Kenya and giving them an opportunity to earn a living instead of depending on the government and aid agencies for assistance. Honorable Chairperson, the government continues to take measures to reduce incidences of corruption in the country. To this end, the prosecution of corruption cases has been intensified, and in recognition of the role of the private sector, the private sector plays in perpetuating corruption, a code of ethics for business in line with the principles of the UN Global Compact covering human rights, labor standards, environment, and anti-corruption has been signed. The state has also made significant progress in the recovery of assets. The Ethics and Anti-Corruption Commission traced public assets worth $218 million, which translates to 25.3 billion Kenya shillings, and recovered others worth $104 million in 2019, in the 2019-2020 year, compared to assets worth $23 million traced and others worth $38 million recovered in 2018-2019 year. The commission also averted the loss of assets worth $86 million in 2019-2020 compared to assets worth $125 million the previous year. With regard to non-discrimination, the government is in the process of amending all laws and ensuring that they are in conformity with the constitutional principles of non-discrimination and equality. For example, the Law of Succession Amendment Act 2021 amended the original law to remove all discriminatory provisions. The law now provides for equal distribution of an individual's estate between both parents where the individual dies intestate and has no surviving spouse or children, as opposed to previously where the beneficial interest went to the father first and then to the mother. Women's participation in the political sphere remains low as a result of barriers such as the high cost of election campaigns and a deep-rooted patriarchal culture. A national strategy to enhance women's participation in politics includes the development of a training curriculum on women's leadership, the establishment of a democratic fund for women, media engagement on women's leadership, and mentorship programs at higher learning institutions. Honorable Chairperson, the Kenya National Safety Net Program is a government social protection program rolled out as part of the government's initiative to improve and enhance social protection delivery in the country. Through cash transfers to the poor and vulnerable groups, the government has made significant steps towards tackling poverty. In the 2022-2023
financial year budget, 341 million US dollars was set aside to protect the elderly, orphans, and vulnerable children. Persons living with disabilities and other vulnerable groups were included in this program. Another 151 worth of US dollars will cater for cash transfers to elderly persons, orphans, and vulnerable children, while $68 million will go to persons living with disabilities and other persons living with severe disabilities were allocated 10 million US dollars. Kenya has ensured that education for primary schools and tuition for day secondary schools is free and accessible to all students. The launch of the free tuition for day secondary schools has significantly increased literacy rates and completion rates at the secondary level and ensured 100% transition of all pupils from primary to secondary education. Furthermore, access to education has been boosted by laws such as the Basic Education Act that penalizes parents who fail to take their children to school, and the Prohibition from Female Genital Mutilation Act that criminalizes FGM, thus allowing girls, particularly in the arid and semi-arid areas, to remain in school. Honorable Chairperson, to actualize commitment to the constitutional provisions on the right to the highest attainable standards of health and the SDG 3, healthcare services have been devolved to the counties, thus promoting better access, including in the arid and semi-arid areas in Kenya. Maternity services are now free under the Linda Mama program. A health insurance subsidy for the poor, vulnerable, and the old has also been introduced to reduce the out-of-pocket payments by these individuals. The government is also in the process of establishing, in partnership with Moderna Incorporation, the Kenya Biovax Institute Limited, to locally produce vaccines to address the vulnerability of the region to future health emergencies. In order to protect the rights of children, the government has developed a national action plan for children in Kenya, 2015 to 2022. And this plan outlines priorities and interventions necessary for the progressive realization of children's rights in Kenya. To protect children from abuse, violence, trafficking and exploitation, the government operates a national child helpline, 116, with a toll-free telephone line where anybody can call in to report cases of child abuse. Honorable Chairperson, Kenya is expected to hold her general elections on 9th August 2022. Free, fair, and transparent elections are a hallmark of a true democracy. Peaceful transition of power can be considered to be the outcome of such an election. The government ministries, departments, and agencies involved in the elections preparedness for the August 2022 polls have come together to form the National Multi-Agency Consultative Forum on Election Preparedness, chaired by the Chief Justice. The forum provides a platform on which technical knowledge and expertise is shared to guide the realization of credible elections while leveraging on the mandates of the respective ministries, departments, and agencies. Specific measures that have been put in place to ensure this include the sensitization of the law enforcement officers on upholding human rights during and after the elections, the accreditation of national and international observers, press releases and stakeholder consultative forums,
continuous multi-sectoral engagements to enhance, among others, security arrangements, media reporting, and access to remedies. Mr. Chairman, as I come to the end of these statements, I wish to bring to the fore the challenges which still face the African continent that we also face as a country. We must urgently address issues relating to corruption and illicit financial flows which reduce domestic resources and tax revenue, much needed to fund poverty-reducing programs and infrastructures in our countries that would address other development in many critical factors. Allow me, Mr. Chairman, at this juncture, on behalf of the delegation, to thank the non-governmental organizations, the national human rights institutions, and all other stakeholders working in the human rights arena for the important work that they are doing in holding governments accountable. In this respect, we are reminded that the most important line of accountability for human rights in Africa is to our own people. We welcome their participation in this process and thank them for their active engagement. With these remarks, Honorable Chairperson, we have outlined a number of achievements made to implement the Charter and the protocols. We are looking forward to the constructive dialogue in these 2 days as we share our progress and challenges in the protection and promotion of human rights in Kenya. And once again, Honorable Chair, we are delighted to be here with you today and welcome the opportunity to respond to your questions. I thank you. Madame la Senior Deputy Solicitor General, Marianne Jao Ekimani, permettez-moi d'abord, au nom de tous mes collègues, j'aurais pu le faire au début, présenter les condoléances sincères de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple à la suite du décès d'un de nos grands leaders en Afrique. Je cite l'ancien président Mwai Kibaki, qui venait de décéder. Nous avions omis de le faire au début, mais c'est lorsque vous vous êtes exprimé en disant que vous prendrez la place de son Excellence Kiara Kariuki, le ministre de la Justice, que cela m'est revenu à l'esprit. Daignez donc accepter, au nom de tous les commissaires, nos vœux de condoléances que nous adressons au gouvernement du Kenya et à l'ensemble de la population du Kenya. Nous avons pris bonne note de la mise à jour orale du rapport que vous avez présenté, le rapport qui couvre bien évidemment, comme on l'a dit au départ, le 12e et le 13e rapport périodique sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce rapport couvre également le rapport initial sur le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique. Habituellement, nous accordons aux États 1 heure. Ils l'utilisent comme ils le souhaitent. Ils peuvent couvrir l'entièreté de l'heure que nous leur donnons, tout comme ils peuvent se résumer davantage. Et vous avez dit à juste titre, vous avez opté pour une présentation synthétique, privilégiant ainsi le dialogue constructif par le jeu de questions et réponses qui proviendront des commissaires. Nous vous en sommes reconnaissants. Je ne vais pas revenir sur le résumé que vous avez posé. C'est un résumé très, très important. Mais avant de passer la parole au premier de mes collègues qui va discuter avec vous, je voudrais souligner 2 faits importants dans votre discours et je tiens à titre individuel à féliciter le gouvernement du Kenya à cet égard.
Il s'agit de la reconnaissance des populations intersexes. Comme premier élément que je voulais souligner, les anciens commissaires se souviendront que nous avions déjà reçu cette population des personnes intersexes qui souffrent énormément en Afrique parce que l'état civil n'arrive pas, bien évidemment, à leur donner des papiers. Les papiers reprenant toujours les deux catégories traditionnelles que nous connaissons, le sexe masculin ou le sexe féminin, alors qu'il y a des gens qui, naturellement, sans avoir usé des opérations chirurgicales, naissent avec les deux organes génitaux pourvus par la nature et qui ne se retrouvent nulle part dans les nomenclatures juridiques que nous avons habituellement dans nos états civils. C'est un problème très important et je pense que cette pratique qui germe au Kenya, nous devons le noter dans nos carnets respectifs et devoir demander aux autres États qui hésitent encore dans ce domaine à suivre la voie que suit le Kenya à ce sujet, parce que c'est quelque chose de très important. Quand on est naturellement un intersexe, il n'appartient pas à l'État, je pense, de refuser le papier à ce type de personnes. On peut encore comprendre si l'Afrique ne veut pas évoluer pour les personnes qui passent par des opérations chirurgicales, mais ceux qui sont pourvus de deux organes génitaux par la nature, on doit apporter une réponse. Je crois que nous devons nous inspirer de votre exemple. Et là, le deuxième élément que je voulais mentionner, c'est la question de l'organisation des élections le 9 août 2022 au Kenya. Nos yeux, nos oreilles sont braqués sur le Kenya et nous souhaitons d'ailleurs que les choses se passent normalement. Elles se passeront normalement. Le Kenya ayant une tradition de passation pacifique de pouvoir entre les anciens et les nouveaux présidents. Hier, nous avons eu un panel très important où le commissaire Derso, rapporteur pays, indiquait justement que le changement inconstitutionnel des régimes, il ne s'agit pas que des coups d'État. C'est parfois le fait que les gens ont perdu les élections, mais ils tardent et ils refusent de céder le pouvoir à ceux qui arrivent. Nous savons que le Kenya n'est pas de ce registre-là. Je voulais souligner ces deux faits et finalement ouvrir le jeu des questions et réponses. Je commencerai par le rapporteur pays, l'honorable commissaire Derso, qui aura pour se faire 10 minutes en tant que rapporteur pays, sans préjudice, commissaire Derso, de vos minutes que vous utiliserez pour votre propre mécanisme, qui ne sont pas comptés dans les 10 minutes. Vous avez donc le loisir de poser vos questions d'abord comme rapporteur pays, tranquillement, et quand vous finirez, si vous souhaitez continuer, prendre 20 minutes et poser directement sur votre mécanisme, libre à vous, mais peut-être vous aurez besoin de prendre un verre d'eau et de revenir encore avec votre mécanisme par la suite. Je vous accorde ainsi la parole 10 minutes pour interagir avec eux. Vous n'allez pas répondre, Madame la députée ministre, vous allez seulement recueillir toutes les questions et après vous reviendrez pour répondre à l'ensemble des questions. Commissaire Derso, je vous accorde la parole. Thank you very much, Chairperson. I would like to proceed with presenting the issues, the general issues as the country rapporteur, and also the specific issues relating to my areas of responsibilities as the Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights of the working group on extractive industries, environment and human rights, as well as the working group on the rights of indigenous populations and communities as well as minorities. I would like to join the chairperson in thanking yourself, Madam Marianne Njoa, for the delivery of your preliminary statement, summarizing and introducing the report of Kenya, both under the African Charter as well as the Maputo Protocol. We would like to take this opportunity also to indicate that this presentation, in terms of its timing, as the chair said, affords us an opportunity to engage in an interaction with the delegation with respect to the measures that need to be taken as Kenya prepares for the next election expected to take place in August 2022.
In this respect, in the context of ratification of treaties, I would like to welcome the fact that during the reporting period, Kenya ratified a number of treaties, including those under the African Union system, most notably those for which the African Commission has been responsible for drafting and following up, notably the protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the rights of older persons in Africa, the protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the rights of persons with disabilities in Africa. We congratulate Kenya for these ratifications. Of particular significance, because of the timing, we also welcome the ratification by Kenya of the African Charter on Democracy, Elections and Governance, which basically sets out the principles and parameters for the holding and conducting of elections. And we do hope that the government of Kenya would ensure that all measures envisaged in this protocol, in this charter on democracy, elections and governance are implemented duly. And I would like, of course, in this respect, apart from what the delegation presented in the report as well as in the summary, the kinds of attention that is being given to the election in Kenya, as the chairperson rightly pointed out, requires us to ask basically in terms of the preparations that are made, particularly as far as ensuring that the electoral commission of Kenya remains independent and executes its mandate without fear and favor, to guarantee the free, fair, and credibility of the elections. And we would also like to ask about the engagement that various stakeholders are having with the candidates for the elections and their constituencies, so that all disputes and disagreements that may arise in the context of the election would be handled through peaceful means, using political and legal means. And this also requires, understandably, a platform, not just of the judiciary, but also importantly, of a political nature that facilitates dialogue, discussion, and confidence building among various stakeholders. And the kind of collaboration in this respect that the government has with stakeholders, non-state actor stakeholders, including civil society, media, and business communities. We would appreciate your input in this respect. And there are, of course, other aspects of the ratification of treaties that we would like to speak to. From our perspective, the work of the African Commission, of course, there are a number of treaties of immediate concern, such as, for example, the Kampala Convention on the rights of persons, displaced persons. In a time of major climatic changes that are happening in our region, there is a need for preparedness in order to cater for and protect the rights of displaced persons, persons who may be displaced actually as a result of climate events. We would therefore like to request the delegation what their plans are in respect of the ratification of this particular African human rights instrument as well. I also wish to note the various national legislation that have been adopted during the reporting period, which the African Commission on Human and People's Rights warmly welcomes. There are some in respect of which we have received reports of concern having been expressed, particularly relating to data protection. And in this respect, we would like to know
what the plans of the government of Kenya are with respect to addressing these concerns and making sure that issues relating to data protection are in compliance with applicable human rights standards, including the African Charter on Human and People's Rights and the Maputo Protocol. One of the things that we do in a context like this one is to engage on issues of cooperation between the African Commission on Human and People's Rights and the Delegation of Kenya. And this obviously is based on the recognition as expressed in the report that Kenya expressed its openness for any request for invitation by the African Commission on Human and People's Rights and its special mechanisms to undertake any activity dealing with the implementation of its decisions and recommendations. And this we warmly welcome and would like to follow up on it. And we do hope that you would definitely act on this one. But in terms of implementation of the African Commission's decisions and recommendations, one of the areas of cooperation between Kenya and the African Commission relate to the follow-up on the recommendations from the concluding observations on the previous periodic report. One of the concluding observations was for Kenya, for example, to implement the Indoro's decision, I quote, as non-implementation further contributes to discrimination and marginalization of these communities. And in line with this, the government should ensure that the measures initiated, such as the task force, include CSOs and representatives of the Indorese community. And I think other follow-up to this, the question now is, what is it that you have done? What are the measures that you have taken in order to implement this outstanding decision? And I would specifically like the delegation to inform the Commission the specific measures, institutional, budgetary, and legal measures that it plans to initiate for implementation of this decision, including the timelines within which it plans to implement this decision. During the reporting period, the African Commission adopted various statements, resolutions. It also issued letters of concern and urgent appeals related to the situation of human rights in Kenya. Some of these relate particularly to alleged brutality and extrajudicial killings by law enforcement agencies in Kenya, including, as you referred, Madam, in the context of the COVID-19 pandemic. So in this respect, there was urgent appeal, letter of appeal that was sent to Kenya in May 2017. There was a press statement in February 2018, another press statement that have also been communicated in the course of that time between 2017 to 2022. So the question that we would like to ask is whether or not the government of Kenya has taken note of these statements and resolutions and urgent letters of appeal, and whether it has responded to the issues and concerns that have been raised in these letters of appeal, resolutions, and statements. There is, in particular, one aspect of which has become a recurrent issue, so much so that it has led us to the adoption of a resolution, and this is the excessive use of force by personnel of law enforcement agencies of Kenya. And I heard that, you know, one of the members of the delegation is from the Kenya Police Service, and we would like to engage not only in the context of this report, but also even other follow-up to it on the issues that have been raised. And we do hope that
we would receive your kind cooperation in order to address these concerns. We have also issued press release and letters relating to, for example, human rights violations committed against the indigenous Sengwer community, and we would appreciate your feedback on measures taken in order to ensure the protection of the rights of these community as well. Now, moving on to my areas of responsibilities as chairperson of the working group on extractive industries, environment, human rights violations in Africa, I welcome the adoption of the National Action Plan relating to business and human rights by Kenya. The area of work that we do as working group on extractive industries, environment and human rights touches directly on human rights and the operations of business, broadly speaking, but particularly big business in particular. And in this respect, I think we would like to be provided with further information on the following. One, whether the government of Kenya has sought to align its relevant reform process, including ensuing emerging normative and institutional frameworks with, in particular, the state reporting guidelines and principles on Articles 21 and 24 of the African Charter relating to extractive industries, human rights, and environment. These guidelines and principles outline the kinds of regulatory measures that need to be adopted, the kinds of institutions, empowered institutions that need to be put in place in order to monitor the implementation of these regulations, including regulations relating to environmental impact assessment, human rights impact assessment, labor compliance with labor standards, and indeed the protection of the rights of people, particularly those relating to land of indigenous communities and minorities, as well as there is one issue that you highlighted in your summary as well, which is the issue of illicit financial flows. There are requirements under these guidelines and principles for the adoption of fiscal regulations and laws that actually completely avoid the various lacuna that various international businesses take advantage of in order to engage in illicit financial flows. And in this respect, the question is, yes, it's good that you have recognized that illicit financial flows is a problem, but what are the legislative, administrative, regulatory measures that you are initiating in order to address this very, very serious problem that bleeds the resources of Kenya, but also other parts of the continent. In terms of safety and protection in the context of the operation of extractive industries, with respect to the operation of oil companies, there are certain safety measures that need to be put in place, including those that are provided for in Article 21 of the Charter, such as protection in the context of taking land. And in this respect, one of the questions that we have is, what is the legal regime that is available in Kenya with respect to expropriation of land? And what kind of measures does it provide in order to ensure that when expropriation happens in compliance with applicable international standards, that it is done in consultation with affected communities, that alternative mechanisms for the affected communities are provided, that prompt, effective compensations are also put in place. So it is important for us to be informed about these areas
of protection that is required in the operation of extractive industries, including oil and gas, as well as the mineral related issues. Are there legal provisions laying down again and providing guarantees for redress, including, for example, institutions and mechanisms for both judicial and non-judicial grievance mechanisms, addressing grievance mechanisms? Access to justice is extremely important in the context of the operation of extractive companies, and whether or not actually one of the issues that communities struggle with is the kind of legal immunity that is extended to extractive companies, whereby they do not get to be subjected to suits and so on and so forth. So what are the mechanisms that are put in place in order to provide effective remedies for affected communities in respect of their grievances arising from the operations of extractive companies, leading to the transgression of their rights in various ways? One of the local institutions in Kenya published a study on the state of human rights in Kenya in the extractive sector. And one of the recommendations of this report was for Kenya to conduct human rights due diligence in the operations, business relationships, and adopt grievance mechanisms. And this relates to the point that I have raised earlier on, but also there are issues of issues of transparency in terms of the local personalities with whom international businesses partner as a medium, thereby opening up, gaps that allow illicit financial flows and other corrupt practices. What are the standards available in order to establish transparency about the identity of persons who are involved in this, and also the responsibilities that they bear? With respect to environment and human rights, the following are the issues that I would like to get feedback on. How does the government of Kenya ensure the protection of indigenous and other affected communities and their environment in relation to the activities of extractive industries? More specifically, what are the applicable laws and regulations, including administrative laws, criminal measures, civil measures that are available for holding these extractive companies accountable in the event of failure to comply with national legislation, human rights standards in the course of their operation, or in the course of employing suppliers of services or any other form of engagement that advance their cause. Whether or not there are institutions, environmental regulatory institutions that have the power not only to monitor, but also to report on and take the necessary administrative and other measures in the event of failure to comply with relevant environmental standards. Finally, in the event of the emergence of environmental despoliation as a result of the activities of businesses, what are the legal guarantees available for providing effective compensation for those affected by such environmental despoliation? With respect to my mandate as chair of the working group on indigenous populations, communities, and minorities in Africa,
The report in paragraph 285 alludes to gender responsive approach to realizing the rights of women to land. While this is remarkable, Kenya continues to face challenge in ensuring that indigenous peoples, marginalized populations, and minorities are able to obtain official recognition and registration of their lands pursuant to provisions of the Community Land Act. The Commission welcomes the Government of Kenya's establishment of a multi-agency team to resolve land disputes on 11 December 2020, but remains concerned that the land titling and audit scheme being carried out as part of that process may not be satisfactory to affected communities. And in this respect, what is the government doing to address existing disputes and the concerns of affected communities in this respect? In the course of the pandemic, we received reports of alleged forceful eviction of hundreds of Ogiek families from their homes without notice in the midst of the pandemic. Can the delegation inform the Commission on the government's role in addressing these issues, particularly since these evictions directly interfere with or contravene the judgment of the African Court on the Ogiek case handed on 26 May 2017. The government of Kenya and the delegation is invited to inform the Commission on whether there are any plans to develop dedicated legislation to protect the rights of indigenous populations and communities, as well as marginalized groups in the country generally. With this, Chair, I would like to once again thank the delegation of Kenya for the presentation of their report and all the delegations participating in this session for the kind attention. Thank you very much. I look forward to the feedback from the delegation. Merci beaucoup, commissaire Derso, d'avoir utilisé judicieusement votre temps de parole. 10 minutes comme commissaire rapporteur, 10 minutes comme président du groupe de travail sur les industries extractives, environnement et droits de l'homme, et 10 minutes comme président du groupe de travail sur les populations autochtones et les minorités en Afrique. Avant d'aller à la pause, parce que la pause, nous la prenons dans 10 minutes, je souhaite passer la parole à un autre commissaire pour ces 10 minutes. Après, nous prenons une pause de 15 minutes. Nous revenons. Et là, je voudrais d'abord passer la parole à la rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique, qui va poser ses questions sur le protocole, je pense, de Maputo, parce qu'elle est rapporteure spéciale sur les droits de la femme. Est-ce que la commissaire Janet Salanjai pourrait prendre la parole, souhaite prendre la parole maintenant? Salanjai, vous êtes là? Janet. Commissaire Janet. OK, je vous accorde, commissaire, 10 minutes. Thank you very much. Yes, I'm able to. Je vous accorde 10 minutes pour que vous posiez vos questions comme rapporteur spécial sur le droit des femmes. Et donc, je suppose sur le protocole de Maputo, et puis nous prendrons la pause après. Very well, Chair. Very well, Chair. Thank you very much, Chair. Chair, I wish to take this opportunity to once again welcome the distinguished delegate from the Republic of Kenya and to congratulate them and commend them for the submission of the initial report on the implementation of the Maputo Protocol on the rights of women in Africa. I also note and commend the delegation for all the significant steps and strides taken for the realization of the obligations and commitments under the Maputo Protocol, as highlighted in the report. However, having said that, I have a few questions to ask relevant to the various articles of the protocol. I'll start with Article 2, dealing with equality and non-discrimination. I know that Kenya has made significant progress in appointing women to positions within the civil service, judiciary, and commissions.
However, according to reports, discrimination against women remains a challenge in the legal system as well as in practice. Therefore, I would like to know and request the government of Kenya to provide information about the limitations of the application of equality provisions for certain communities in the fields of marriage, divorce, and inheritance. Also, the government is invited to elaborate on differing issues relating to women to certain customary laws which don't meet with human rights standards. I'll also task the government to provide an update on the progress of the representation of special interest group law amendment bill, which was introduced in the National Assembly since July 2019. So I'll appreciate if can be informed about the progress made in this area. We'll also like to request the possibility of providing gender disaggregated data regarding the employment of women in the public and private service to indicate the proportion of men to women, just as to provide further evidence of compliance with the protocol. Under Articles 3 and 4, that is right to dignity and rights to life, integrity, and security, we commend the government of Kenya for the enactment of the Protection Against Domestic Violence Act, Act No. 2 of 2015, the appointment of special prosecutors, and the establishment of victims platform to address violence against women. However, the question I would like to ask is, has the government allocated adequate budgetary resources to ensure that the Protections Against Domestic Violence Act is fully operationalized and implemented? Because it is one thing to have a very good and progressive law, it's another thing to ensure that it is being fully implemented. So I'd just like to have information on that. I'd also like to know whether the Victims Protection Act 2014 and the Legal Aid Act 2016 have been fully operationalized, and to highlight ways which facilitate reparations and access to victims to the trust fund regulation. There have also been reports of increased violence against women and girls during the COVID-19 pandemic in Kenya, and corresponding reports of lack of access to care services under the COVID-19 restrictions. I'd like to know what special measures, including budgetary allocation, has the government put in place to increase access to care service, medical, psychosocial, justice, and safety services for women and girls during the pandemic. Distinguished delegates, many reports highlight the practice of raping girls, known as beading, which is prevalent among the Samburu people and justified as a cultural practice. The government is kindly requested to provide statistics of cases of beading registered in the country, prosecution of perpetrators, rehabilitation of victims, and compensation paid, if any. What are the specific measures adopted to combat and prevent this practice of beading? As highlighted by the chair and my colleague, Commissioner Dersu, matters relating to election violence, we know that previous incidents of election violence in Kenya had resulted in serious acts of sexual and gender-based violence. With the impending elections in Kenya, as the government of Kenya, and in particular, the Independent Electoral and Boundary Commission, take it into consideration election-related SGB fee as a security risk to be taken into account and addressed. What steps, actions, if any, have been taken to avert and mitigate this potential risk? Under Article 5, elimination of harmful practices, I note with appreciation the National Policy for the Eradication of FGM, as provided for in paragraph 248, and the Presidential Declaration to End FGM in paragraph 252. However, it is clear that cases of female genital mutilation, domestic violence, and other negative traditional practices increase in the country, especially within the context of COVID-19 pandemic. The government is kindly requested to provide an update on the implementation of national policy and the presidential commitment so far. We note that the commitment was quite commendable, but we want to know steps taken in their implementation. We also know that in March 2021, the High Court of Kenya dismissed a petition to allow female genital mutilation for consenting adults. The same court invited the government to consider amending the Section 19 of the Prohibition of Female Genital Mutilation Act to prohibit all practices of female genital mutilation, including all other harmful procedures to the female genitalia for non-medical purposes. The government is kindly invited to provide an update
on the implementation of this decision. Very commendable decision, but we would like to know the update on the implementation of the decision. Are there any specific efforts to eradicate female genital mutilation in specific contexts, such as communities, counties, and regions with high prevalence of these human rights violations? Because despite the prohibition in the law, we know that it's still happening. So what measures have been taken? Article 6, marriage. We also note that the 2013 Matrimonial Properties Act recognized that married women have the same rights as married men. However, we'd like to know what specific measures have been taken by the government to guarantee women equal access, ownership, and administration of land and property, especially within the context of the land tenure system in Kenya. Article 7, dealing with separation, divorce, and annulment of marriage. I know that the Constitution of Kenya recognizes the equal vote of partners in a marriage. However, from reports, there are indications that in practice, judicial and non-judicial procedures that determine division of matrimonial property at dissolution of marriage, either through divorce or death, discriminates against and deter women from claiming a share of matrimonial property. This is what happens in practice. So the government is invited to explain whether equitable sharing of matrimonial property at dissolution of marriage is guaranteed and provided for in Kenyan legislation. What are the specific regulations or guidelines on equitable sharing of matrimonial property at the end of a marriage or upon death? Article 8, dealing with access to justice and equal protection before the law. In August 2020, the government of Kenya launched the Alternative Justice System Policy, which promotes alternative forms of dispute resolution, including reconciliation, mediation, arbitration, and traditional dispute resolution, as highlighted in paragraphs 10 and 27. However, I'd like to know, and the government is kindly requested to provide an update on the adoption of the ADR Bill 2021, and to elaborate how this law could strengthen the protection of women before the law. I'd like to know whether the government is also willing to amend Section 23 of the Sexual Offences Act 2006, which limits prosecution of sexual harassment as it applies only to persons in positions of authority. Under Article 9, participation in political and decision-making processes, I note that the Constitution of Kenya states that women and men have the right to equal treatment, including the right to equal opportunities in political, economic, cultural, and social sphere. That women constitute 40% of office bearers of political parties in Kenya, as highlighted in paragraph 221. However, I'd like to know what specific measures have been put in place to ensure the enforcement of the two-thirds constitutional requirement under Article 81 of the Constitution. Articles 10 and 11, right to peace and protection of women in armed conflict. Article 3 of the Mobility Protocol states that states parties shall take the necessary measures to reduce military expenditure significantly in favor of spending on social development in general and the promotion of women in particular. Therefore, is the government of Kenya considering to lift the reservation on this particular article, because the reservation was entered on this particular article? Articles 12, 13, 14, 15, 16, and 7, dealing with economic, social, and cultural rights, right to education and training. We know that despite all existing efforts and initiatives, gender disparity in schools remains a problem in Kenya, including the lower completion rate for girls compared with boys. The question we'd like to ask here is, are there any specific measures taken to increase the number of girls in secondary and higher education, especially in rural, semi-arid, and in urban informal settlements? The government is invited to elaborate on any awareness and campaign in schools on zero tolerance with regard to gender-based violence, including sexual violence and harassment. The government is also invited to provide details on the number of beneficiaries in each county and examples of the projects targeted by the Women Enterprise Fund. The government is also invited to elaborate more on women's economic empowerment strategy and women's economic empowerment policy, as highlighted in paragraph 281 of the report. On the right to health, the question I'd like to ask here is the government considering to leave the reservation on Article 4.2c of the protocol, since Article 20 of the Constitution permits abortion for the same reason as the article mentioned, the article of the protocol?
So is the government considering lifting that particular reservation? In June 2019, I know that the High Court of Kenya issued a declaration that pregnancy resulting from rape and defilement, which in the opinion of a trained health professional, poses a danger to the life or the health of the mother and may indeed be terminated under the exceptions provided under Article 26(4) of the Constitution of Kenya. To what extent has the above decision been implemented? Just want to have more information on that. In 2015, the Kenya High Court stated that the detention of women seeking maternal health services for failure to pay maternity fees constitutes a violation of many human rights. So what steps have been taken to address this human rights violation? Therefore, and also what effective measures have been implemented to address this particular issue? And also what effective measure has been taken to strengthen the respect of women's rights by public officials, including security officers, during enforcement of COVID directives and other COVID-19 combative measures, as highlighted earlier on by my colleague, Commissioner Derson. I will move on. Commissaire, vous êtes déjà en dépassement de plus de 4 minutes. Hein? Sorry? Oui, c'est 10 minutes par mécanisme. Sorry about that. All right. The questions will be submitted for follow-up action. So I'll just ask one quick last question, Chair, if you permit me. We just note the questions, the rest of the questions on the Maputo protocol will be provided to the state delegates to give them the opportunity to respond. But I'll just ask one last question as in fulfillment of my responsibility as the chairperson of the Committee on the Protection of Persons living with HIV, those at risk, vulnerable to and affected by HIV in Africa. As you know, Chair, I have two mechanisms. One question on that. Vous aurez... Non. Là, vous posiez comme rapporteur spécial sur le droit des femmes. Sur le VIH et SIDA, vous aurez aussi 10 minutes pour le faire. Je vous donnerai 10 minutes pour le faire. On termine avec Maputo. Si vous avez encore deux questions sur Maputo, vous les choisissez, vous les posez, et puis on va prendre une pause. Quand on revient, je vous redonnerai la parole sur le VIH et SIDA. Vous aurez 10 minutes. Ça va? Very well, very well. I may not need 10 minutes for that. So I'll just conclude on the Maputo protocol and then we'll come back to the HIV/AIDS because I only had two questions on the day. So I wanted to add. Okay, very well. I'll just round up and quickly move on to widows' rights. And on the widows' rights, I want to know to what extent the government of Kenya has ensured that the measures highlighted in the Owiso Fund guided by the Ministry of Public Service have been implemented. And the government is requested to provide information on how it is dealing with the cultural practice of widow cleansing, which affects several widows, especially in the rural areas. On the issue of women with disabilities, which is the last question, the government is kindly invited to elaborate on allegations on issues relating to women with disabilities rights, to sexual and reproductive health, access to justice, legal capacity and ability to own property and violence against them, including the practice of forced sterilization. The government is requested to indicate the measures taken to protect women with disability with stigmatization, from stigmatization, stereotyping, and cultural marginalization, as well as alleviating the plight of women with disabilities who live in informal settlement. These are the questions I have under the Maputo protocol. And I thank you very much for your kind attention, and I look forward to the feedback. Thank you, Chair. La Commission remercie l'honorable commissaire Janet Salanjai pour la prise en charge des questions sur le droit des femmes et donc sur le protocole de Maputo. Nous savons que vous avez beaucoup de questions que vous aviez préparées, étant donné que ce document sera également transmis par écrit, s'il ne l'est pas déjà à la délégation du Kenya, au gouvernement du Kenya. Nous osons croire qu'ils vont regarder aux autres questions également que vous n'avez pas pu prendre en charge. Ils les prendront bien évidemment en charge dans la partie réponse qui leur sera octroyée. Je vous propose une pause parce qu'on a commencé, on a droit de souffler, de prendre un café. Nous prenons une pause de 15 minutes comme cela a été prévu au programme et nous revenons dans 15 minutes pour continuer avec la séance des questions que vous allez poser
au gouvernement du Kenya. Nous prenons donc la pause, on revient dans 15 minutes. Merci.
Hello. ma ne dañ nekk si suñ commission meeting bi di waaye nga virtual meeting la ñoo am this time dañoo meeting virtually. Rituel?
Yes, Chair. Do you have the delegation online? Yes, we can see them online. It's just that their cameras are off, Merci. but they are online. Donc, nous reprenons après. Hey, D'accord. guys. Nous allons reprendre avec les travaux en souhaitant encore la bienvenue à la ministre Marianne Jao Kimani, qui est, je pense, vice-ministre de la Justice. Je vais donner la parole encore à l'honorable Salanjai, l'honorable commissaire Salanjai, pour qu'il prenne en charge les questions sur le comité du VIH-Sida, donc des questions ciblées sur le sida. 10 minutes. Hein? Okay, thank you very much, Chair. I'm sure I'm going to spare you a lot of time because I wouldn't require 10 minutes for the HIV committee. I only had 2 questions. That was why I was trying to slot it into the other one, but I'll just ask the 2 questions quickly and then allow the other commissioners to come in with their own interactions. So as I indicated previously, these 2 questions I'm asking in fulfillment of my responsibility as the chairperson of the committee on the protection of persons living with HIV and those at risk, vulnerable to and affected by HIV in Africa. That is the HIV committee. I just wanted to remind the delegation that the African Commission on Human and People's Rights, through this committee, organized a national dialogue on the study, HIV, the law and human rights in the African human rights system, key challenges and opportunities for rights-based responses to HIV. This was done from 4th to 5th October 2019 in Nairobi. And the question I would like to ask is, after following the national dialogue, what impact, if any, did this have on the activity on raising awareness and involving relevant stakeholders in combating HIV in the country? Just as a follow-up, because the whole idea of having this national dialogue is just to engage all stakeholders within the member states and to ensure that the findings and the recommendations in the study are carried through and implemented at the national level. So we would like to have an update on what the impact of the study and the impact of the national dialogue that we had in Nairobi. And to ask also if there are any regular public campaigns to raise awareness and promote comprehensive knowledge, particularly amongst adolescent and youth adults and other vulnerable groups about HIV and AIDS. So these were the 2 questions, Chair. These were the only 2 questions I had in my capacity as the chairperson of the committee on HIV and AIDS, and I will welcome the feedback from the delegation. I thank you very much. I want to take the opportunity to thank the chair and the members of the commission for their kind attention and the delegation and other participants at the 71st session. Thank you very much, Chair. Très bien. Merci de nous avoir gratifié de quelques minutes précieuses, parce que les minutes, on en cherche. Je vais maintenant, pour 10 minutes également, passer la parole à la rapporteure spéciale sur le droit des rapporteur spécial sur les réfugiés, les demandeurs d'asile, les déplacés internes, les personnes déplacées internes et les migrants en Afrique. Vous avez 10 minutes pour poser vos questions. 10 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord saluer l'ensemble des participants, présenter également mes respects à la délégation du Kenya. Malheureusement, je n'ai pas pu être présente pour la présentation du rapport, mais j'ai été largement édifiée à la lecture du rapport sur les développements que le Kenya a pu apporter à la promotion et la protection des droits de l'homme. Alors, je vais intervenir tout d'abord en ma qualité de rapporteur spécial sur les réfugiés, les migrants et déplacés internes. Et donc, j'aborderai les 3 types de mobilité pendant les 10 minutes. Je veux tout d'abord faire remarquer à la délégation que, à la lecture de leur rapport, notamment entre les paragraphes 70, 71 jusqu'à 74, on évoque 2 types de mobilité, celle des réfugiés et des migrants, mais rien n'est dit sur les déplacés internes. Donc, je vais commencer par des questions sur les déplacés internes. Première question qui concerne le fait que le Kenya n'a pas encore ratifié la convention de Kampala sur les personnes déplacées. Donc, je voudrais savoir, est-ce que le Kenya, qui connaît
d'ailleurs de nombreux déplacements internes de population, envisage-t-il de ratifier cet important instrument régional relatif aux droits de l'homme? D'autant plus que le Kenya s'est doté d'une loi en 2012 sur les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays. Donc, je crois que, comme on dit parfois, on met la charrue avant les bœufs. Vous avez une loi sur le déplacement interne, mais vous n'avez pas encore ratifié la Convention de Kampala. Alors, sur la question des déplacés internes, il est évident que le Kenya a connu de très nombreux déplacements internes depuis, je dirais, 1991. Il y a eu des déplacements internes également en 2007. Il y a eu des déplacements internes en 2012, pour ne citer que les plus récents, en 2018, liés pour la plupart du temps à des affrontements, des problèmes, je dirais, ethniques, des problèmes environnementaux, inondations, sécheresses, etc. Alors, je voudrais savoir si le Kenya envisage des solutions durables pour les milliers de déplacés internes qui existent sur le territoire kényan, et également, est-ce que le Kenya, dans le cadre de ces déplacés internes, a-t-il pris des mesures, bien sûr, en ce qui concerne la protection de ces populations qui, pour certaines, vivent dans cette situation de déplacement interne depuis plus de 10 ans? Donc, j'envisage ici une question à l'endroit de la délégation du Kenya, dans la mesure où les déplacements internes dans la région, je parlerai même des États voisins, sont fréquents, et il serait judicieux pour la République du Kenya de ratifier la Convention de Kampala. Alors, en ce qui concerne la question des migrants, je vais dire que le Kenya envisage-t-il tout d'abord de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille? Il se trouve que le Kenya accueille de nombreux migrants. Ces migrants sont de deux types, peut-être des travailleurs migrants réguliers et des travailleurs migrants, je dirais, irréguliers. Alors, quelle est effectivement la prise en charge réelle de ces migrants? Ont-ils la possibilité de bénéficier d'un certain nombre de droits, tels que le droit d'accès à la santé, le droit d'accès à l'éducation, le droit d'accès également à un logement? En ce qui concerne également la question des migrants, des rapports indiquent qu'un tiers des migrants au Kenya ont été détenus, ont fait l'objet de détention parce qu'ils se trouvaient dans le pays sans des documents appropriés. Quelles sont à ce titre les mesures concrètes prises par le gouvernement du Kenya pour prévenir toute forme de détention arbitraire à l'encontre des migrants et également toute allégation de violation de leurs droits? En ce qui concerne les réfugiés, je pense que c'est un point qui est très important pour le Kenya, dans la mesure où vous accueillez des milliers de réfugiés, et mon idée va directement à deux camps importants, le camp de Dadaab et le camp de Kakuma. Il est prévu, peut-être vers la fin de juin 2022, une fermeture de ces deux camps. Est-ce que réellement cette décision qui a été prise par le gouvernement du Kenya va-t-elle être concrétisée d'ici le mois de juin 2022? Sinon, également, quelles seront les solutions durables que vous allez invoquer pour pouvoir accompagner ces milliers de réfugiés qui vivent dans des camps depuis de très nombreuses années? Vous avez invoqué pour la fermeture de ces camps des raisons sécuritaires. Il y a eu une décision de votre Cour suprême qui a décidé que ces camps ne devaient pas être fermés. Beaucoup également de ces réfugiés sont nés au Kenya, où ils ont fondé également une famille. Ce qui nous apparaît, c'est que tout d'abord, le Kenya a fait un effort en ce qui concerne l'adoption de la loi sur les réfugiés en novembre 2021, et nous encourageons le Kenya d'ailleurs à mettre en œuvre cette loi avec toutes les mesures nécessaires. Alors, comment justement le Kenya qui a adopté cette loi, comment va-t-il justement renforcer les droits des réfugiés, c'est-à-dire éviter le principe de non-refoulement et éviter également la fermeture des deux grands camps de Kakuma et de Dadaab? D'un autre côté, le gouvernement du Kenya envisage-t-il d'étendre le statut juridique justement de réfugié, que l'on appelle d'ailleurs le réfugié intégré? C'est ce qui ressort de cette nouvelle loi,
à d'autres groupes qui sont dans la même situation comme condition nécessaire pour mettre fin à des formes de discrimination et à l'exclusion, notamment des avantages de l'égalité à la citoyenneté par des groupes qui constituent des minorités autochtones, notamment en Afrique, et qui sont effectivement des minorités très importantes, mais qui se retrouvent dans des situations d'apatridie. Je veux citer ici également notre préoccupation concernant l'intention du gouvernement du Kenya de ne pas reconnaître cette citoyenneté à la communauté nubienne, qui est installée au Kenya depuis de très nombreuses années, mais qui souffre justement de toute politique à l'endroit de ces populations nubiennes en ce qui concerne leur intégration, puisqu'ils sont encore dans la catégorie de personnes apatrides, la non-délivrance également de leurs documents de citoyens. En ce qui concerne l'apatridie, alors, je reviens également sur cette question d'apatridie qui est liée à celle des réfugiés. Existe-t-il à l'heure actuelle une législation qui traite des questions liées à l'apatridie au Kenya? À ma connaissance, il n'y en a pas encore. Et les autorités kenyanes, justement, lors du segment, du haut segment, justement, le segment, pardon, de haut niveau pour éradiquer l'apatridie en octobre 2019 à Genève, le Kenya a fait 7 engagements pour éradiquer l'apatridie. À ce titre-là, je voudrais demander à cette étape, depuis donc 2019, quels sont les engagements qui ont été mis en œuvre par le Kenya dans le cadre justement du segment de haut niveau pour éradiquer l'apatridie. En sachant très bien que l'histoire de l'apatridie au Kenya est très importante, beaucoup de populations souffrent de cette question d'apatridie. Quelles sont les mesures que le Kenya envisage justement dans le cadre d'abord de ces 7 engagements, quelles sont les priorités, je dirais, que le Kenya envisage de prendre pour éradiquer rapidement la question de l'apatridie à l'endroit d'un certain nombre de populations. Voilà, Monsieur le Président, les différentes questions que je voulais adresser à la délégation du Kenya en ce qui concerne les cas de mobilité qui recouvrent à la fois les apatrides, les réfugiés, les migrants et les déplacés internes. Merci. Votre micro, Monsieur le Président. Oui. Merci, mon micro était off, effectivement, je m'en excuse. Je parlais dans le vide. Je vous remercie, Madame la rapporteure spéciale, sur les demandeurs d'asile, les personnes déplacées internes ainsi que les migrants en Afrique. Vous nous avez épargné, fait gagner 1 minute d'ailleurs. Je vous en suis gré. Je voudrais passer la question maintenant aux autres mécanismes. Je vais commencer par le président du comité contre la torture, l'honorable commissaire Atem Essayem, à qui je donne également 10 minutes. Monsieur l'honorable commissaire, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je réitère mes respects à la distinguée délégation du Kenya et donc je me limiterai aux questions qui ont trait à la question de la torture. La Commission a pris bonne note des diverses mesures en place citées dans le rapport du Kenya pour s'attaquer à la question de la torture, telles que contenues donc dans les chapitres y relatifs. Cependant, un point préliminaire de préoccupation pour la Commission est que le Kenya n'a pas encore ratifié le protocole facultatif à la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Commission prend note de la loi sur la prévention de la torture qui prévoit la prévention, l'interdiction et la sanction des actes de torture et des peines, traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que sur les réparations pour les victimes de torture et de peines ou traitements cruels. Cependant, les rapports ont identifié un écart entre la législation kenyane existante contre la torture et sa mise en œuvre sur le terrain, notamment dans des contextes particuliers, et je citerai surtout la période
post-électorale de 2017 ou la pandémie de Covid-19. Ces lacunes concernent notamment les services de réadaptation des victimes et les enquêtes, poursuites et condamnations des auteurs. Alors, l'honorable délégation pourrait-elle nous fournir des éclaircissements sur les questions suivantes? D'abord, quelles sont les mesures concrètes prises par le gouvernement kényan pour assurer le respect des normes des droits de l'homme relatives à l'interdiction de la torture par les forces de l'ordre responsables de l'application des restrictions adoptées pour freiner la propagation de la pandémie de Covid-19? Ensuite, quelles mesures auraient été prises concernant l'obligation de poursuivre les fautes ou les allégations de violation des droits de l'homme commises par les forces de l'ordre lors de l'application de ces mesures de santé publique relatives à la pandémie toujours? Ensuite, quels sont les obstacles à la pleine opérationnalisation du fonds d'affectation spécial pour les victimes des années après sa création? La Commission, qui a pris note du rôle du bureau du directeur du ministère public, le DPP, en termes de poursuite des violations liées à la torture et de statistiques élaborées à cet égard. Et là, nous nous référons au paragraphe 22. Une autre question est relative à comment le gouvernement kényan peut-il soutenir le rôle de l'autorité indépendante de surveillance de la politique en ce qui concerne l'interdiction de la torture et la poursuite des auteurs en cas de faute de violation. Nous avons deux autres questions. Alors, une question est relative au rôle joué par la Commission kenyane des droits de l'homme dans la prévention et la lutte contre la torture. Et quels sont les plans, le cas échéant, ils existent, pour renforcer ce rôle de la Commission kenyane des droits de l'homme. Enfin, je terminerai par une question qui dit que quelles sont les principales garanties pour prévenir et combattre la torture dans le cadre des actions de lutte contre le terrorisme? Le gouvernement kényan va-t-il réexaminer et abroger les dispositions de l'article 33.10 de la loi sur la prévention du terrorisme qui autorise la détention de suspects de terrorisme sans inculpation pour une durée maximale de 360 jours avec l'approbation du tribunal? Voilà, Monsieur le Président, les préoccupations de mon comité que je voulais adresser à l'honorable délégation du Kenya. Je vous rends la parole. Merci beaucoup, honorable commissaire ATMSM, pour cette prise en charge des questions concernant la torture. Je voudrais maintenant passer la parole à Madame l'honorable commissaire Maria Teresa Manuela pour la prise en charge des questions en rapport avec les prisons et les conditions de détention sur le continent africain pour 10 minutes. Honorable, vous avez la parole. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde para mim, novamente, a delegação do Quênia. E grata pelas informações constantes do relatório que hoje apresenta. Vou então usar estes 10 minutos que me estão reservados para permitir-me formular perguntas relacionadas ao mecanismo que dirijo e, mais concretamente, a outros dois articulados, que é o direito à igualdade perante a lei e proteção da lei e o direito a um julgamento justo. Porque, Sr. Procurador, tem consciência, quanto eu, que estão correlacionados. Já a interpretação para a delegação? Muito bem. Então, diria que a primeira questão que coloco é que no parágrafo 40 do vosso relatório, portanto, a igualdade de acesso à justiça e o direito a um julgamento justo estão garantidos pela Constituição. Os tribunais nacionais também usam a lei tradicional como guia em alguns assuntos pessoais. E foi salvaguardada a questão do conflito que possa existir entre esta norma consuetudinária e a lei formal. Também
temos a sorte de ter um Serviço Nacional de Assistência Jurídica que assiste as pessoas que precisam de acompanhamento nos julgamentos. Mas nós continuamos a olhar para relatórios que são feitos acerca do Quênia e vemos que há um aumento significativo de prisões e detenções arbitrárias de ativistas, jornalistas, blogueiros, mesmo que eles depois sejam libertados em pouco tempo. A nossa pergunta vai no seguinte: quais são as garantias que são fornecidas pelo governo do Quênia para que se evite esse tipo de detenções, uma vez que há legislação nacional e também regional sobre o direito à manifestação, o direito de expressão? Quais são as medidas que são tomadas para dar resposta ao incumprimento das medidas restritivas que foram impostas pela pandemia do Covid? E ainda, que medidas são tomadas para evitar detenção no âmbito de combate ao terrorismo? Porque, por vezes, nós percebemos que, e foi colocada agora a questão pelo meu colega Hatem, que há detenções que são feitas sem cumprimento das regras previstas por lei, sob a capa do terrorismo. Também estamos preocupados com a compatibilidade de certas disposições da Lei de Prevenção do Terrorismo que permite que os suspeitos sejam mantidos em prisão preventiva por mais de 90 dias. Esta questão também foi colocada pelo colega Hatem, porque isto é relevante em relação à implementação dos direitos humanos, como bem o garante o artigo 50 da vossa Constituição e os instrumentos internacionais e regionais ratificados pelo Quênia. Nós gostaríamos que fosse fornecida alguma resposta sobre esta compatibilidade entre o artigo 50 da Constituição, os instrumentos internacionais e as disposições da Lei da Prevenção contra o Terrorismo. Registramos com gratidão as recentes medidas tomadas em resposta à pandemia pelo serviço prisional. E acerca disto nós fizemos uma carta de apreço pela libertação de 5.000 reclusos. E isto ajudou na redução da sobrepopulação prisional. Nesta senda da superlotação populacional das prisões, queremos perceber como está a planear enfrentar os desafios de bem-estar e da saúde da população carcerária no contexto da pandemia, porque ainda não ultrapassamos a fase da pandemia. Também, como pretende resolver as questões nos locais de detenção para que estejam de acordo com as regras mínimas previstas pelas regras das Nações Unidas para o tratamento dos presos, mais concretamente as regras de Mandela. Como é que o Quênia pretende enfrentar os desafios para implementar políticas de desenvolvimento para adotar leis ou medidas alternativas à prisão? A Comissão Africana adotou os princípios sobre descriminalização de pequenos delitos e é uma sugestão para os governos poderem, de alguma forma, dar resposta às questões de incriminação da pobreza, porque, maioritariamente, as nossas prisões estão cheias de pessoas que cometeram pequenos delitos, cujas penas podem ser alternativas e não necessariamente as de prisão. Como têm sido utilizadas as fianças e as cauções como medida alternativa às prisões efetivas? Também a Comissão tem consciência que o Quênia adotou, desde 2016, a lei do Tribunal de Pequenas Causas, que estabeleceu tribunais de pequenas causas com o objetivo de reduzir o acumulado de processos em curso no sistema judicial.
Como está sendo operacionalizada esta iniciativa? Temos algum dado que possa ser partilhado com a comissão? Por último, gostaria de, com o governo queniano, saber como têm sido tratadas as questões relacionadas às prisioneiras, principalmente nesta época de Covid, porque é uma faixa populacional prisional que merece tratamento específico e diferenciado. Após os encerramentos das instalações devido à expansão da pandemia, como foram salvaguardadas as questões relacionadas com as mulheres, mais concretamente situações de higiene, separação e outras de natureza congênere que dizem respeito especificamente às reclusas. Outro aspecto que também foi abordado pela senhora comissária Maia é a detenção de migrantes, a colocação de migrantes em situação de detenção. Como tem sido garantida a sua comunicação com os países de origem? São questões, senhor procurador e chefe da delegação, que gostaria bastante que tivessem alguma resposta por parte da delegação. Muito obrigada, senhor presidente, e eram estas as questões que eu tinha. Merci beaucoup, Madame la commissaire Maria-Thérèse Manuela, pour vos questions. Maintenant, je voudrais passer la parole à Madame la commissaire Marie-Louise Abomo pour la prise en charge des questions en ce qui concerne les personnes âgées, les personnes vivant avec handicap. 10 minutes. Merci de me passer la parole, Monsieur le Président, et mes respects encore une fois à tous les participants. Madame le ministre et distinguée délégation, je m'adresse à vous dans le cadre de la protection des droits des personnes âgées et des personnes handicapées, groupe vulnérable pris en compte par l'article 18 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. À ce propos, par ma voix, la Commission félicite la République du Kenya pour la ratification des 2 protocoles relatifs à ces groupes de personnes vulnérables, si l'on s'en tient à l'état de ratification du 22 février 2022. S'agissant maintenant précisément des personnes handicapées, des personnes en situation de handicap, la Commission félicite également le Kenya pour l'adoption des différentes lois et politiques afin de promouvoir les droits de ces personnes, à savoir le projet de loi sur les personnes handicapées de 2018 qui fournit un cadre protecteur des droits des personnes handicapées au Kenya et d'autres politiques pertinentes de protection des droits de ces personnes, telles que la politique sectorielle pour les apprenants et les stagiaires handicapés de 2018. La Commission salue également les efforts du gouvernement du Kenya pour le sommet mondial sur le handicap, organisé conjointement avec le gouvernement du Royaume-Uni et l'International Disability Alliance en juillet 2018. Toutefois, la Commission souhaiterait que le gouvernement donne des précisions sur les problèmes identifiés lors de ce sommet et lesquels empêcheraient les personnes handicapées de jouir de leurs droits et sur les mesures prises depuis lors par le gouvernement pour surmonter ces obstacles. En outre, la Commission note que certaines dispositions de la Constitution du Kenya, qui date de 2010, et de la législation utilisent encore un langage péjoratif lorsqu'elles font référence aux personnes souffrant de handicap intellectuel ou psychosociaux. Et ce, malgré le plan d'action national sur la mise en œuvre des recommandations du Comité des droits des personnes handicapées qui proposait de corriger ce langage. La Commission aimerait savoir si le gouvernement du Kenya a l'intention de prendre des mesures pour mettre en œuvre cette recommandation. En outre, la Commission aimerait savoir si le gouvernement du Kenya a pris des mesures en vue de fournir des aménagements raisonnables aux personnes souffrant de handicap physique, notamment en ce qui concerne l'accessibilité des bâtiments publics et des espaces publics.
La Commission note par ailleurs que le droit interne kényan interdit la discrimination à l'égard des personnes handicapées et encourage leur représentation dans les organes législatifs et de nomination. À cet égard, la Commission souhaiterait être informée de l'état réel de la mise en œuvre de ces lois dans les domaines de l'éducation, du mariage, de l'héritage, etc. S'agissant maintenant des personnes âgées, la Commission se félicite de l'adoption du projet de loi sur les soins et la protection des membres âgés de la société 2018, j'imagine qu'il a dû être transformé en loi, et des autres politiques mises en œuvre par le gouvernement du Kenya pour promouvoir et protéger les droits des personnes âgées au Kenya. La Commission souhaiterait être informée de l'état d'avancement du pays dans ce processus. Sur ce, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la commissaire Marie-Louise Abomo, pour ces questions. Je vais passer maintenant la parole au président du groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels, l'honorable commissaire Milford Zakaria Mwandenga. Honorable Milford, vous avez 10 minutes. Thank you, Chair and Solicitor General and the Kenyan delegation. I'm pleased to have had an opportunity to read your report, but I have some questions which I'm sure you should be able to answer in due course. To start with, under Article 14 of the African Charter, the right to property, the Commission welcomes the adoption of the National Land Use Policy in 2017 June, with particular reference to paragraph 79 of your report, with the purpose of enhancing planning and promoting equitable utilization and end the land problems in the country. Now, we have some questions under that head. How is the government tackling discriminations inspired by customary laws which deny women equal rights to inheritance and ownership of land? 2, what effect did the adoption of the Community Land Act 2016 have on enabling communities to secure a legal recognition of their land rights? Article 15, the one that relates to the right to work, the report states in paragraph 81 that the government has deployed a number of measures to enhance employment promotion interventions. Could the delegation elaborate on some of these interventions? And I think the issue here centers around on the word deployed. The second question is, the government is kindly invited to elaborate on the implementation of the Constitution's Article 54(2), which provides that the state shall ensure that at least 5% of the members of the public in elective and appointive bodies are persons with disabilities, and that every procuring entity shall ensure that at least 30% of its procurement value in every financial year is allocated to the youth, women, and youth and persons with disabilities. The question will be, the other one will be, what are the government's efforts in addressing gender-based discrimination and sexual harassment at the place of work? The other question under this head is, could the delegation provide us with statistics on the employment and unemployment rates in Kenya? Then under Article 16, the right to health, what efforts are being made by the government to address the following issues relating to the implementation of the right to health? 1, access to high quality health care, especially for women. 2, high maternal mortality rates, in part owing to unsafe abortions. 3, post-delivery detention of women and girls who could not pay medical bills. And lastly, number 4, the high rates of HIV in the country, particularly among women and girls. Then how is the government addressing the problems relating to healthcare budget and
resource allocation while implementing the right to the highest attainable standards of physical and mental health. The other question will be what interventions are being taken by the government to limit the adverse effects of COVID-19 on the right to health and ensure that a large number of the population receive the COVID-19 vaccinations. Yet another question is what measures are being taken to address the challenges relating to inadequate emergency services for delivery and underutilization of existing antenatal services, as well as the inadequate skills and competences of health workers across counties, referred to paragraph 100 of your report. Then the other question is, what is the progress of the Kenya AIDS strategy framework in achieving its goals, particularly ensuring a cost-effective and socially inclusive intervention to prevent and manage HIV/AIDS. Under Article 17, right to education, the Commission notes with appreciation the provision of free primary and free day secondary education system, as well as the increased enrollment rates at all levels of education in Kenya. However, we have some questions under this head. How is the government addressing all forms of discrimination related to access to education, including the lower number of females attending university compared to males? 2, how is the government dealing with disparities and poor education outcomes for children in semi-arid and arid areas? 3, what measures has the government taken to improve the enjoyment of the right to education through increasing secularization rates, improving education quality, and combating school dropout? 4, is human rights education part of the school curriculum in Kenya? 5, what measures are being taken to address the challenges faced in regulating some private schools? In this case, we are referring to paragraph 117 of your report. Then 6, what measures are being taken by the government to limit the adverse impact of COVID-19 on the enjoyment of the right to education in the country? Lastly, I'm dealing with the right to housing. The Constitution of Kenya under Article 43(1)(b) provides that every person has the right to accessible and adequate housing. In this regard, we are referring to paragraph 163. The questions are, what measures have been put in place to ensure that provision of social housing for low-income families and families living in informal settlements? 2, could you elaborate on the budgetary resources allocated in implementing the right to adequate housing? 3, could you explain how the Community Land Act adopted in 2016 contributes concretely in protecting communities' right to land and preventing forced eviction? And lastly, Article 22 deals with the right to economic, social, and cultural rights. The Commission welcomes the adoption of the Big Four Agenda 2018 to 2022 aimed at improving the living standards of Kenyans. In this case, we are referring to paragraph 158 of your report. The questions under this head are that, what are the main challenges identified by the government in implementing the Big Four agenda, especially in the area of food, job creation, affordable universal healthcare, and affordable housing? Lastly, could you provide an impact assessment on the implementation of the Kenya Vision 2030 on economic, social, and cultural development in the country? Solicitor General and the delegation, these are the questions which I wish to pose to your esteemed delegation. Thank you, Chair. Merci beaucoup, commissaire Moudford de Zakaria, pour la prise en charge de toutes ces questions sur les droits économiques, sociaux et culturels, droits de seconde génération, qui bien évidemment ont la même importance au niveau de la Commission que les droits civils et politiques. Permettez-moi maintenant de passer la parole à l'honorable commissaire Girisha Topsi-Sono
qui est la rapporteure spéciale sur la liberté d'expression et l'accès à l'information et le droit à l'accès à l'information en Afrique pour 10 minutes. Thank you, Chairperson. I would like to thank the delegation of the Republic of Kenya for the presentation of the report. Si possible, collègue Yes. ou venant, si possible, vous pouvez allumer la caméra, si possible. Allez-y. Vous êtes là? Allô? Hello, can you hear me? On vous entend. Vous pouvez y aller. Okay, so under Article 9, the right to receive information and free expression, does the Republic of Kenya have any laws which limit the rights to freedom of expression and access to information? And do the laws, if any, take into account the principle of justifiable limitations? As regards the laws limiting freedom of expression, can the state provide information on the compatibility of certain provisions of the following laws with relevant human rights standards in relation to freedom of expression, namely the Penal Code, the Computer Misuse and Cybercrimes Act, the Prevention of Terrorism Act, the Kenya Information and Communications, and the security laws? The media. What are the measures taken by the Republic of Kenya to guarantee an equal access to public advertising revenue for all media without discrimination? In relation to safety of journalists, have specific measures been put in place by the Republic of Kenya to prevent attacks on journalists and other media practitioners, in addition to ensuring investigation of the attacks and prosecution of the perpetrators? The Commission commends the Republic of Kenya for enacting the Access to Information Act on the 21st September 2016. Can the state provide information on whether an independent and impartial oversight mechanism for the law on access to information been established to ensure the promotion, monitoring, and protection of the right of access to information? Paragraph 50 of the report indicates that the Commission on Administrative Justice has developed draft regulations to operationalize the access to information, and further that the County Government Act requires counties to enact laws on access to information. Can the state, that is the Republic of Kenya, provide information on whether the draft regulations have been enacted, and further, how implementation of the County Government Act is being monitored to ensure that access to information laws are enacted at the county level? Has the state established an independent oversight mechanism to oversee the access to information? On the freedom of expression and access to information on the internet, has the state adopted legislation or policy to ensure universal, equitable, affordable, and meaningful access to the internet? And also, in the light of the fact that internet and social media shutdowns violate the right to freedom of expression and access to information, contrary to Article 9 of the African Charter, does the Republic of Kenya have measures in place to ensure that the body responsible for regulating the broadcast media refrains from shutting down the internet? These are my questions, Chairperson. Thank you. Madame la commissaire rapporteure spéciale sur la liberté d'expression, merci beaucoup. Je pense qu'il reste à moi-même de poser la question comme rapporteur spécial sur le défenseur des droits de l'homme et au commissaire Idrissa Sow. Mais il m'avait signalé hier qu'en cas d'indisponibilité, ces questions seront prises en charge par un autre commissaire parce qu'il a un délibéré au niveau de la Cour suprême du Sénégal.
Est-ce que le collègue Idrissa est avec nous? Idrissa? Collègue Idrissa, vous êtes là? Je pense que il avait, je ne sais pas s'il a contacté la VP. Madame la vice-présidente, vous avez été contactée, je pense. Hein? Oui, mais je viens d'échanger avec lui, il m'a dit qu'il était là. Mais là, je ne le vois pas. Il est connecté, peut-être on peut attendre quelques secondes? Oui, sinon je prendrai en charge ces questions à côté de moi. Ou bien ce qu'on fait, moi je peux poser mes questions en attendant qu'il se reconnecte. Il m'a dit je suis en ligne. Hein. Dans un message, il m'a dit je suis en ligne. Il a peut-être des problèmes de connexion. Ce que je vais faire, je prends d'abord en charge mes propres questions. Pour ne pas perdre le temps faire perdre le temps à la délégation. Et puis, s'il n'est pas là, je vous demanderai de prendre la parole. D'accord, j'ai ces questions entre les mains. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais prendre aussi la parole en ma qualité de rapporteur spécial sur le défense. Ah, il est là. Commissaire Idrissa. Oui, Monsieur le Président. Pourriez-vous prendre en charge les questions en ce qui concerne le groupe de travail sur la peine de mort et les exécutions extrajudiciaires et sommaires en Afrique? Parfaitement. Vous assurez la présidence. Voilà. 10 minutes. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me donner la parole pour poser mes questions au titre du groupe de travail sur la peine de mort, les exécutions extrajudiciaires et sommaires et les disparitions forcées. Après avoir renouvelé mes mots de bienvenue à l'honorable délégation de la République du Kenya, je voudrais, au titre de l'article 4 du droit à la vie, qui est une préoccupation particulière pour nous au niveau de la Commission, féliciter le pays pour le moratoire qui est institué sur la peine de mort depuis 1987 et pour la commutation des condamnations à mort en peine de prison à vie. Le Kenya n'a pas ratifié le deuxième protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Alors, existe-t-il, pour la première question, existe-t-il des statistiques sur le nombre de condamnations à la peine de mort commises en emprisonnement à vie? Ça, c'est la première question que je voulais poser à la délégation. La deuxième question, le Kenya envisage-t-il de ratifier le deuxième protocole facultatif? Des mesures ont-elles été prises à cet égard? La Commission salue également le jugement rendu en 2017 par la Cour suprême du Kenya, qui a jugé inconstitutionnel le recours obligatoire à la peine de mort pour meurtre conformément à la section 204 du Code pénal. Le Kenya est prié de faire le point sur les recommandations du groupe de travail visant à développer le cadre nécessaire à la mise en œuvre de cette importante décision rendue par la Cour suprême du Kenya. Le 26 mai 2017 également, le commissaire rapporteur sur la situation des droits de l'homme en République du Kenya et le président du groupe de travail sur la peine de mort et les exécutions extrajudiciaires ont adressé une lettre d'appel au président de la République du Kenya concernant des cas d'exécution extrajudiciaire impliquant la police. Et jusqu'à présent, il n'a pas été rapporté des éléments de réponse par rapport à cette interpellation. Je voudrais savoir s'il y a eu des enquêtes subséquentes à cette interpellation qui a été adressée au gouvernement du Kenya. Tout en se félicitant du travail de l'autorité indépendante de surveillance de la politique IPOA depuis sa création en 2012, la Commission souhaiterait obtenir des statistiques plus détaillées concernant les cas suspects qui ont été susmentionnés, c'est-à-dire les cas d'exécution extrajudiciaire. La Commission également reste préoccupée par les allégations de disparition forcée qui ont été portées à sa connaissance et souhaiterait avoir de plus amples explications à cet égard. Autre élément, Monsieur le Président, l'honorable délégation pourrait-elle nous informer des mesures qui ont été prises pour juguler, en fait, pour prendre en charge correctement ces
ces allégations de disparition forcée qui ont été portées à la connaissance de la Commission. Sur une autre question, je voudrais savoir si le gouvernement du Kenya envisage d'adopter une loi complète sur les disparitions forcées. Et enfin, Monsieur le Président, dernière question, je voudrais savoir si le gouvernement du Kenya a l'intention de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Dans l'affirmative, je prie l'honorable délégation de nous préciser le calendrier qui a été établi à cet égard. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les questions que je voulais poser à l'honorable délégation. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup au commissaire Idrissa Sow pour la prise en charge des questions sur la peine de mort, les exécutions extrajudiciaires et sommaires en Afrique. Alors, comme dernier mécanisme spécial, ça sera le rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme en Afrique et point focal sur les représailles. La Constitution du Kenya garantit dans son article 37 le droit de se réunir, de manifester, de tenir un piquet de grève et de présenter des pétitions aux autorités publiques de manière pacifique et sans armes. C'est le paragraphe 65 de l'article 37. Cependant, des rapports ont mis en évidence certains cas de recours excessifs à la force pour disperser des manifestations, de détention arbitraire et d'arrestation de défenseurs de droits humains pour avoir exercé leur droit de réunion pacifique. Et en 2019, le Parlement kenyan a rejeté les dispositions du projet de loi d'amendement de l'ordre public créant une responsabilité pénale et civile pour les préjudices et les pertes lors des assemblées. Le gouvernement du Kenya est invité à faire le point sur la mise en œuvre de la directive de la Haute Cour kenyane demandant à l'État de modifier ou d'élaborer de nouvelles lois et réglementations pour garantir un rassemblement pacifique et de rédiger les codes de conduite pour les organisateurs de manifestations. Je fais référence ici à l'affaire Ngunjiri Wambugu contre inspecteur général de la police. C'est une affaire de 2019, Excellence. Deuxième question. Quelle est l'approche adoptée par le gouvernement du Kenya pour garantir la jouissance de la liberté de réunion dans le contexte de la pandémie de COVID-19? On est encore dans la période de COVID-19. On veut des éclaircissements à cet égard. Troisième question. Concernant la liberté d'association, quelle est l'évaluation du gouvernement du Kenya sur la mise en œuvre des dispositions de la loi de 2013 sur les organisations d'utilité publique? Quels sont les principaux défis identifiés à cet égard? Quatrième question. Le Conseil de coordination des organisations non gouvernementales avait été critiqué au cours des dernières années pour les tentatives du gouvernement de suspendre les opérations et de radier les organisations non gouvernementales. Il vous souviendra, Excellence Madame la Ministre, qu'en avril 2016, la Haute Cour avait déclaré que la section 19 de la loi de 1990 sur la coordination des ONG était inconstitutionnelle. La question, quelles sont les mesures que le gouvernement du Kenya a prises ou envisage de prendre pour reviser et amender la loi de 1990 sur la coordination des organisations non gouvernementales afin de renforcer la liberté d'association dans votre pays? Cinquième question. Le gouvernement du Kenya est prié de fournir des détails sur la sensibilisation et la formation des forces de police et des autres parties prenantes aux dispositions nationales et aux normes internationales des droits de l'homme relatives aux défenseurs des droits de l'homme, aux droits de réunion pacifique et à la liberté d'association. Sixième, le projet de loi sur la société de 2018 a fait l'objet de plusieurs critiques de la part des organisations de la société civile, notamment en ce qui concerne l'enregistrement obligatoire les critères pour déclarer les associations illégales et les sanctions pénales pour la participation à une réunion d'une organisation non enregistrée gérant ou aidant à gérer une association illégale. Question, le gouvernement du Kenya est-il disposé à revoir le projet de loi sur la société de 2018, notamment à la lumière de plusieurs recommandations reçues précédemment à cet égard? Septième question, et la dernière, les défenseurs des droits de l'homme jouent un rôle clé dans la promotion et la protection des droits de l'homme au Kenya.
comme ça se fait partout ailleurs. On pense même que les défenseurs des droits de l'homme sont des agents incontournables qui participent au développement des pays, ne serait-ce que par le fait qu'ils apportent un éclairage nouveau, ils apportent une contribution substantielle aux politiques publiques qui sont menées dans les différents secteurs de la vie nationale. La question est celle-ci: existe-t-il des mesures de protection spécifiques, mesures de protection particulières, pour prévenir des violations contre les défenseurs des droits de l'homme au niveau du territoire du Kenya? Plus particulièrement, le gouvernement kényan envisage-t-il d'adopter une loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme pour mieux les protéger, comme cela se fait déjà dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest? Je cite ici le Burkina Faso, je cite ici le Mali, je cite également la Côte d'Ivoire, qui sont des champions en cette matière. Nous voulons savoir si en Afrique de l'Est, le Kenya pourrait prendre également le leadership en commençant déjà à initier une première loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Mesdames et messieurs les commissaires, Excellence Madame la vice-ministre Marianne Njau Kimani, Celles sont les questions que je voulais vous poser également au titre du rapporteur spécial sur le défenseur des droits de l'homme et point focal sur les représailles. Nous terminons ainsi avec la série de questions que la Commission ainsi que son secrétariat, que nous remercions d'ailleurs, ont préparées à votre intention. Et nous vous signalons qu'il y a une pile qui renferme toutes les questions qu'ont posées les commissaires. Certaines d'entre elles ont été posées directement par les commissaires et vous avez pris note, mais il y a un cahier de charges comportant toutes les questions que vous a été transmis ou qui vous sera transmis dans la minute qui suit. Il comprend d'autres questions qui n'ont pas été prises en charge directement compte tenu des contraintes du temps, les commissaires étant obligés de se résumer, de ne pas suivre à la lettre le document qui vous a été présenté. Alors, l'ensemble de toutes ces questions doivent être considérées comme les questions que nous vous avons posées au titre de l'article 62 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'article 26 du protocole de Maputo et l'article 14 de la Convention de Kampala, qui sont les bases légales qui obligent les États à devoir rendre compte devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Au nom de tous mes collègues, je voudrais d'abord les remercier eux-mêmes et vous remercier aussi d'avoir pris de votre temps. Je ne le vois plus en ligne, mais je suis quand même inquiet d'avoir pris de votre temps pour pouvoir nous écouter. Il est de coutume, ne fût-ce que provisoirement déjà pour aujourd'hui, que nous puissions vous redonner la parole pour que vous puissiez réagir à chaud par rapport déjà à cette première série de questions. Mais demain, selon le programme que nous avons, nous vous accorderons 1 heure entière pour vous permettre de répondre à toutes ces questions. Elles sont nombreuses parce que vous ne pouvez pas comme ça. Nous pensons, comme on le fait pour les autres États, sur le banc, donner toutes les réponses avec les détails que demandent les commissaires. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez réagir à chaud. Et demain, si vous acceptez bien que ce soit demain, nous sommes encore disposés à vous accueillir pour que vous puissiez faire cet exercice. Toutefois, vous êtes libre de proposer, si ce n'est pas demain, un autre jour, mais dans la limite de la session publique qui est la nôtre, parce qu'après nous irons en session privée pour que vous puissiez apporter les réponses par rapport aux questions que nous vous avons posées. Avant de vous donner peut-être la parole, Excellence Madame la vice-ministre, est-elle online? Je vais demander à... un instant, je vais demander, avant de vous donner la parole pour que vous puissiez réagir à chaud, demander au rapporteur pays, Solomon Derso, est-ce qu'il est encore en ligne? Je ne le vois pas. Vous voyez le commissaire Derso? Je pense qu'hier, il s'était un tout petit peu excusé. Je vais encore regarder ce qu'il a dit hier.
il aura... We don't see him connected. On ne le voit pas. Bon, ce n'est pas grave. Je vais passer la parole à Madame la vice-ministre, Son Excellence Marianne Diaw. Comme ça, elle va réagir à chaud. On va clôturer provisoirement la journée d'aujourd'hui et nous reviendrons soit demain, ça c'est la date que nous vous proposons pour les réponses holistiques, ou bien à une autre date que vous proposerez, mais qui restera toujours dans la limite de cette session publique. Excellence Madame la ministre, vous avez la parole. Honorable Chairperson, the Kenya delegation would like to thank you and all the commissioners for your kind remarks, recognition of the measures that we have undertaken. We want to thank the commissioners and yourself for the insightful questions that you have posed to us. Now, as a delegation, we have agreed because we would want to organize the responses thematically so that then we are able to answer as many questions as we can. We want to take advantage of your suggestion that we can answer these questions tomorrow. And whichever question, we'll try so that we can answer as many questions as we can, so that whichever questions then remain unattended to, with your guidance, then we can agree whether it's on another day or whether what will be outstanding, and we hope it will not be much, can be submitted in writing. But we start guided, Honorable Chairperson, by yourself. Asante sana dada Mheshimiwa Kiti, tumepokea response yako na heshima zote. Nous allons donc ce que nous allons faire maintenant, ça sera de mettre un terme à la séance de présentation et à la séance des questions-réponses de ce jour. Demain, nous vous proposerons de revenir par devant nous. Je vais vous donner rapidement l'heure. L'heure que nous avons prévue, ça sera 11h30 heure de Banjul. 11h30 heure de Banjul jusqu'à 12h30. Nous allons, un instant, je vais vous donner l'heure exacte. Non. Ça sera, l'heure exacte, c'est 9h, 10h. Nous allons vous recevoir, 9h heure de Banjul jusqu'à 10h. Nous allons recevoir la délégation de la République du Kenya pour qu'ils puissent répondre aux questions qui ont été posées par tous les mécanismes spéciaux aujourd'hui. Les réponses qui ne seront pas prises en charge demain pourraient l'être, comme vous avez suggéré, Madame la Ministre, par écrit, mais rapidement, parce que maintenant, nous voulons que les réponses des États nous arrivent rapidement pour que nous puissions aussi adopter nos observations finales. Donc, nous allons vous recevoir demain à 9h, heure de Banjul. Ça, c'est la première proposition déjà. Mais sinon, pour aujourd'hui, nous vous remercions. Nous remercions aussi toute votre importante délégation qui était composée de vous-même, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre Kiara Kariuki, qui était composée, on ne les a pas vus, mais on les souhaite quand même, on leur dit bonjour à la fin, de Emily Acheng Tueya, de Charles Ismaël, d'Elisabeth Chemoutai. Nous avions également Joseph Ouere, Marie Kabarou, Eunice Gitao, Fef Chirchir, Terry Rotich, Marie Tiongo, Richard Limo, Clarlo Komol et Clarisse Gatuiri Kariuki. Nous vous reverrons demain à cette heure-là et merci beaucoup pour la journée d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs les commissaires, avec ces mots de la fin, je pense que nous avons eu une journée lourde. Nous pouvons mettre un terme à la journée d'aujourd'hui, quitte à ce que nous puissions demain reprendre nos travaux à 9h, comme d'habitude, et nous démarrerons justement avec la réponse de l'État.
Merci beaucoup et à demain.